surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat pour nous faire part de vos questions ou de vos réactions et partage d'expériences. Donc, Delphine se présentera après. En ce qui me concerne, je suis Delphine Vanout, je suis responsable de projet au sein du cluster BFC numérique. Pour vous situer un petit peu, pour ceux qui ne nous connaissent pas, car nous avons ouvert nos workshops aussi aux non-adhérents du cluster. Donc, nous avons pour mission de fédérer et d'accompagner les acteurs de la filière du numérique de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et donc là, en cette période de confinement, on a choisi de vous faire partager les outils, services et astuces de nos adhérents pour vous accompagner dans le télétravail ou dans cette période de confinement. Donc aujourd'hui, c'est notre 4e workshop. Vous pouvez retrouver tous les programmes sur notre site internet dans la rubrique Actualité et au fur et à mesure, on met également les replays. Donc n'hésitez pas à consulter notre site internet. C'est bon pour toi, Delphine? Si vous voyez l'écran, oui. Oui, c'est bon. Donc, du coup, parce que j'ai lancé, donc après, il faudrait peut-être réactiver les micros de tout le monde si c'est possible, je ne sais pas. Non, par contre, on ne remettra pas les micros. Ça va être trop compliqué. Okay. Moi, ce que je propose dans la première demi-heure, c'est de faire une sorte de mini-formation qui va présenter un petit peu la manière dont on peut communiquer sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, on fera la dernière demi-heure autour de questions. Sachant que ce que je propose de faire, c'est si jamais tu as des questions qui sont posées sur le chat pendant mon intervention, c'est de m'interrompre pour qu'on puisse, que je puisse répondre. À mesure, bien sûr. Et puis surtout, j'ai aussi non plus, on n'est pas en cours, mais donc voilà, n'hésitez pas non plus à m'interrompre. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse échanger tous ensemble et puis trouver des solutions. Tout à fait. Et puis, j'ai aussi des questions qui me sont parvenues en amont de l'atelier. Donc, je te les transmettrai au fur et à mesure. D'accord. Donc, celles qui ont été soumises par les participants sont intégrées à la fin. Et puis, s'il y en a en plus, et ben voilà, ça sera avec grand plaisir. Voilà, il y en a d'autres. Alors, je commence un petit peu. Donc, déjà, vous rappeler dans quel cadre j'interviens. Donc, je suis responsable de l'agence ICOM. C'est une agence qui existe à Dijon depuis l'année 2000. Donc, elle va fêter ses 20 ans cette année. Donc, on est spécialisé à la fois sur la partie digitale, c'est-à-dire technique des projets web, sur la partie web marketing qu'on développe en ce moment même, et puis sur la partie formation, puisqu'on donne chaque année de nombreuses heures de formation, notamment à des salariés qui souhaitent se former ponctuellement sur des besoins. Ça va de 1 à 5 jours en général sur notre cœur de métier, que ce soit le web marketing ou le web design. Donc, ICOM, en fait, progresse cette année dans un nouveau projet, puisqu'elle fait partie désormais d'un groupe qui s'appelle Candra Group, qui est un groupe qui regroupe justement 4 acteurs du digital en Bourgogne-Franche-Comté pour le moment, qui nous permet d'être 20 collaborateurs et de pouvoir répondre tout à la fois à des petites structures, puisque chacun garde son indépendance au niveau local, et puis aussi à des projets de plus grande envergure sur la France entière. Donc, voilà, les réseaux sociaux, tout d'abord, dans quelle logique ça s'inscrit? Il faut savoir que, voilà, aujourd'hui, on est vraiment sorti du phénomène de mode. Les réseaux sociaux sont inscrits dans un contexte vraiment bien ancré de communication où les médias sont intégrés pleinement dans les stratégies de communication des entreprises. Alors, tout le monde n'a pas encore franchi le pas, ou alors certaines entreprises ont créé des comptes, mais sans forcément savoir où elles allaient. Et j'allais dire, ça, c'est presque le pire de tout, c'est qu'à un moment donné, tout le monde a créé ses comptes et après, n'a pas forcément su comment animer. Et vraiment, cette notion d'animation, c'est ce qui fait vivre l'activité de votre entreprise en ligne, son actualité. Donc, voilà, s'inscrire ne suffit évidemment pas. Et donc, on voit ici sur ce schéma d'inbound marketing qu'il s'agit en fait d'aller conquérir quelque part une cible en ligne, que ce soit pour un but marchand ou non marchand. Et donc, effectivement, ce que vous voyez ici, c'est la progression de l'internaute qui, au départ, est un étranger et qui va ensuite se transformer peu à peu en ambassadeur. Donc, tout d'abord, l'étranger, il va falloir l'attirer. Donc, c'est pour ça qu'on met en place différents moyens, dont les réseaux sociaux, mais pas que. Ça peut être aussi toute la partie référencement naturel, qu'on n'abordera pas aujourd'hui, mais qui induit qu'on vous trouve facilement sur Google.
Donc déjà, votre premier objectif, ça va être de transformer l'étranger en visiteur. Parce qu'il y aura un intérêt, il y aura un sujet qui va s'intéresser à votre activité. Donc, c'est le premier effort qu'il va falloir que vous fournissiez. Ensuite, ce visiteur, il va falloir le transformer soit en prospect. Alors, quand je dis prospect, c'est pas forcément pour vous acheter quelque chose, mais ça peut être aussi pour solliciter un service que vous proposez. Et là, on verra qu'il y a toute une notion de ce qu'on appelle de CTA, c'est du call to action, c'est-à-dire appeler l'internaute à être actif sur vos pages et pas seulement à lire une information. Parce que ça, typiquement, lire une information, c'est ce qu'on demandait à l'internaute dans le cadre de l'Internet 1.0, c'est-à-dire dans les années 2005-2010. Voilà, on se contentait de fournir une information à l'internaute qui se contentait de la lire. Aujourd'hui, c'est différent. Quand il atterrit sur une page, il faut bien prendre en compte que vous devez le rendre acteur de cette page. Donc, ça va passer par des petites actions, comme remplir un formulaire. Ça peut être consulter une vidéo, ça peut être participer à un événement, etc. Donc, le transformer de visiteur en prospect, ça va être très important, mais on voit qu'à chaque flèche noire que vous voyez, à chaque flèche noire intermédiaire, c'est un vrai effort de la part du communicant, parce qu'il n'y a pas de magie en fait. Il faut vraiment travailler tous ces petits points-là qui vont faire que peut-être le prospect se transformera ensuite en client, donc quelqu'un qui va avoir un lien fort avec vous. Donc à ce moment-là, on n'est plus sur la méfiance, mais plus sur la confiance. On développera un petit peu tout à l'heure cette notion-là. Et puis, comment il a réussi à avoir votre confiance? C'est parce que vous avez... Alors ensuite... entendu la fin. Comment? C'est pour la confiance. Voilà, on parlera beaucoup de cette notion de méfiance, défiance, puis confiance. Et enfin, le client, si vraiment il devient fan de votre service, de votre marque ou tout simplement de votre manière de faire, eh bien, vous pouvez aussi faire en sorte qu'il devienne ambassadeur de votre marque. Alors, ambassadeur, c'est un bien grand mot, mais ça veut dire que c'est un échange gagnant-gagnant. Vous allez permettre à l'internaute de bénéficier peut-être davantage, par exemple, être invité à des événements pour les valoriser et puis en contrepartie, lui, de pouvoir les vivre pleinement. Voilà un petit peu. Donc ça, c'est très important de prendre en compte ce schéma-là qui va faire que vous passez, vous transformez la relation que vous avez avec un internaute en relation très forte avec un lien de confiance qui s'est construit au fur et à mesure des étapes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle généralement l'inbound marketing dans lequel s'intègrent les réseaux sociaux. Alors, en ce moment, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui se disent oui, il faudrait qu'on soit sur les réseaux sociaux, mais qui ont encore beaucoup de doutes, de freins et de choses à déverrouiller pour y arriver. Donc, ça peut être le manque de compétences, par exemple. Parce que, mine de rien, décider d'aller sur les réseaux sociaux, c'est pas juste se dire on va ouvrir une page Facebook et puis on verra bien ce qui se passe quand on a le temps de poster. Il faut vraiment faire les choses de manière sérieuse et fréquente. Il y a aussi des gens qui se disent oui, moi de toute façon, vu le métier que j'ai, étant donné la cible très restreinte, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux qu'il faut que je sois, ou alors je ne sais pas sur quel réseau social il faut que je sois et comment je dois m'exprimer pour pouvoir atteindre mes cibles. Et puis très souvent, c'est aussi un manque de temps parce que c'est quelque chose qui s'est ajouté, on va dire, dans les stratégies de communication. Donc après, soit les sociétés ont un chargé de communication qui peut se permettre d'accorder du temps à ça. Dans beaucoup de PME, il y a encore, c'est souvent l'assistante de direction qui, quand elle a le temps, fait le petit post qui va bien sur Facebook. Donc ça veut dire que tout bêtement, les PME ont besoin d'aide à ce niveau-là. Donc nous, on y travaille quotidiennement pour peu à peu proposer des offres adaptées. Donc, on verra tout à l'heure les solutions peut-être aussi d'externalisation. Mais voilà, en tout cas, il faut quand même y consacrer du temps et un petit peu de budget. Donc, c'est les deux facteurs dont il faut avoir conscience pour bien avancer. Alors après, pour vos objectifs à vous, pourquoi être sur les réseaux sociaux? Tout d'abord, pour développer votre notoriété, votre image. Il faut savoir que quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est comme dans la vraie vie. Si vous êtes dans une salle avec 50 autres entreprises et que vous ne prenez pas la parole pour exprimer quelle est la force de votre activité, vous ne serez pas entendu, vous resterez silencieux et votre entreprise n'aura pas été identifiée. Donc, sur les réseaux sociaux, c'est la même chose, sauf qu'en plus, sur les réseaux sociaux,
eh bien, il faut être présent régulièrement avec un contenu pertinent parce que on sait bien que on est sur de ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire que les contenus sont écrasés seconde après seconde par d'autres contenus. Donc, ça veut pas non plus ça doit pas vous faire peur. Vous ne devez pas forcément être tous les jours sur les réseaux sociaux, mais pour vous dire un petit peu à quel rythme ça avance. On n'est pas sur la même notion de temps. Donc, votre objectif, ça peut être aussi de fidéliser des clients, notamment dans le e-tourisme, par exemple. Imaginez que vous êtes allé en vacances dans un établissement, vous avez décidé de liker la page de cet établissement parce que vous en êtes satisfait. Eh bien, c'est l'occasion pour cet établissement de se constituer une audience de clients qui sont déjà venus éprouver le service et qui pourraient peut-être revenir si, par exemple, on est astucieux et qu'on propose de nouvelles offres. Ça peut être aussi de prospecter, donc notamment à travers la publicité en ligne, puisqu'aujourd'hui, on verra tout à l'heure que même si vous êtes le meilleur élève du monde sur l'animation d'une page Facebook, sa visibilité est très restreinte. Ça peut être aussi donc de générer des leads, c'est-à-dire de permettre à des gens de s'intéresser davantage à ce que vous faites, notamment à travers un formulaire de demande d'inscription, par exemple. Proposer, faire découvrir de nouveaux produits ou de nouveaux services. Gérer un support client, ça, on a beaucoup de sociétés, notamment dans la téléphonie ou dans les médias qui proposent carrément un support client en ligne, c'est-à-dire qu'ils utilisent Twitter, par exemple, pour permettre aux internautes de poser directement leurs questions au community manager de la marque. Ça, c'est un vrai parti pris et ça c'est pas un choix qui doit se faire comme ça en claquant des doigts. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup d'activité et de réactivité. Fédérer une communauté autour de votre marque, c'est encore une fois l'idée de pas seulement attendre que les internautes soient abonnés à votre page et puis consultent ou réagissent à votre information, mais ça peut être vraiment de leur proposer des activités. Je pense notamment à Heineken qui a fait toute une communauté de biérologues. Voilà, on peut s'imaginer que ce n'est pas une marque de bière très prestigieuse, pour autant elle est très présente sur de nombreux événements et elle avait besoin de fédérer une communauté, donc elle fait partie d'un groupe avec d'autres marques et ils ont proposé à des jeunes étudiants ou pas d'ailleurs, des jeunes actifs aussi, de pouvoir tester. Donc, ils ont carrément décidé de recevoir les personnes à Paris pour tester les produits, mais avec quand même une approche professionnelle. Donc, voilà, ça peut être un des exemples, il y en a d'autres. Tout ça pour dire que le virtuel, les réseaux sociaux, ça ne doit pas s'arrêter à cette frontière-là. Il faut aussi faire un lien astucieux avec l'événementiel. Soit en amont, c'est-à-dire déjà je crée mon événement et ensuite, de par cet événement, j'ai créé de nouveaux contacts, donc je vais amplifier mon action, ou alors vice-versa, de compter sur les réseaux sociaux pour relayer de nouveaux événements. Donc ça, on développera tout à l'heure. Alors, quelle utilité? Donc, tout d'abord, ça peut être pour augmenter le trafic de votre site, sachant que ce n'est pas comptabilisé par Google comme un lien pertinent, mais pour autant, oui, ça crée du trafic supplémentaire sur votre site. C'est pour aussi améliorer la visibilité donc, de votre entreprise sur Internet, ça on l'a vu tout à l'heure. Pour améliorer aussi, en quelque sorte, son référencement naturel, même si ici, encore une fois, on ne parle pas de Google. Et puis promouvoir les valeurs et l'image de votre structure. Ça peut être aussi pour convaincre tout simplement que vous êtes les meilleurs. Imaginez, vous répondez à un appel d'offres. Forcément, quelqu'un qui a mis à jour ses espaces, ses réseaux sociaux, son site internet, on verra qu'il a des références récentes, des bonnes références, et ça nous donnera envie de poursuivre avec cette organisation. Alors, attends. Échanger. Il y a une interférence. Il doit y avoir un micro qui est ouvert. Je peux t'exprimer, je crois que je m'entends. Attends, je pense que... Là, c'est bon, tu peux nous reparler, c'est bon, on t'entend bien. Du coup, je ne sais pas, on s'est arrêté où sur l'intervention? Juste la fin, juste sur la fin. Okay. Donc, voilà, donc on avait convaincre d'actuels ou d'éventuels futurs collaborateurs, permettre un échange direct avec les clients et les fidéliser, et puis aussi attirer des candidats, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais beaucoup d'entreprises, tout devient marque aujourd'hui, en fait. Tout est marque. Et donc, il faut s'exprimer comme une marque, même quand on est une personne, j'allais dire, et aussi quand on est un employeur. Donc, c'est ce qu'on appelle la marque employeur. Et ça, c'est très important, surtout vis-à-vis de la jeune génération qui, quand elle va postuler sur une entreprise, envers une entreprise, va aussi se renseigner un petit peu sur son image, un peu sympa, parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'ambiance de travail en général. Donc, la marque employeur, c'est aussi une chose que vous pouvez essayer de développer pour votre entreprise.
Quelle utilisation? Voilà, on a 3 milliards d'internautes actifs dans le monde, avec donc c'est 43% de la population mondiale. On a 3 millions d'internautes actifs en France. Et puis, on a donc un temps moyen passé sur les réseaux sociaux qui est de 1h20, sachant que c'est vraiment une moyenne parce que ça tend à être beaucoup plus, sachant aujourd'hui tous les terminaux mobiles qui nous permettent d'être connectés H24 et ces systèmes de notification qui nous rendent complètement, je ne vais pas dire accro, mais dépendants si on a choisi de l'être avec ces pushs qui vous apparaissent toute la journée à l'écran. Donc l'utilisation, c'est clair qu'elle est active. Maintenant, voilà, elle doit aussi être intelligente, donc c'est ce qu'on va voir un petit peu après. Donc, l'influence des réseaux sociaux, notamment en B2B. Alors, si on regarde une étude qui a été menée par Opinionway auprès des dirigeants d'entreprise, donc 28% utilisent le canal pour faire de la prospection, 63% pour valoriser leur entreprise et 27% utilisent ce canal pour découvrir de potentiels fournisseurs ou partenaires. Donc, il y a encore une grosse marge de progression. Pour autant, on est de plus en plus à s'exprimer sur les réseaux sociaux. Donc, on verra tout à l'heure qu'il faut aussi redoubler de créativité quand on doit s'exprimer. Vos cibles idéales. Donc, la question, c'est à qui? Donc, ça, c'est vraiment les premières questions à se poser quand vous avez décidé d'aller sur un réseau social ou en tout cas de faire une communication en ligne. À qui vous allez vous adresser? Parce que forcément, on ne s'adressera pas de la même manière à des jeunes, à des moins jeunes, à des professionnels ou, si vous êtes en B2C, à des consommateurs finaux. Pourquoi vous voulez vous adresser à eux? Et surtout, quel est leur besoin en fait? Quel est leur besoin, quelles sont leurs frustrations et comment vous allez pouvoir leur rendre service. Ça, typiquement, c'est ce que Seb a mis en place il y a déjà très longtemps. Ça s'appelle le brand content, c'est-à-dire qu'on va non seulement vendre un autocuiseur, mais on va aussi vous vendre un livre de recettes pour savoir comment l'utiliser. Donc, pour ne pas frustrer le client. Donc, c'est la même chose avec des internautes en ligne, au lieu simplement de leur dire qu'on est les meilleurs et qu'on va relayer notre actualité sans forcément s'intéresser à eux, on va essayer de leur montrer qu'on est capable aussi de les accompagner. Donc, et puis la question du comment vous devez vous adresser à cette cible. Donc, ça, j'ai eu la question, donc on pourra y répondre à la fin, parce qu'il y a plusieurs manières, plusieurs tonalités pour s'exprimer. Tantôt, on doit être sérieux, tantôt la sollicitation de l'humour et de la convivialité peut être une meilleure approche. Donc, on avancera ensemble là-dessus. Alors, la deuxième chose à faire, c'est évidemment de définir ce qu'on appelle une stratégie éditoriale. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez défini vos cibles, qu'on appelle aussi des personas, quand vraiment vous avez des cibles nombreuses, des personas, c'est des fiches types un petit peu qui vont catégoriser vos différents types de cibles. Donc, ça va être une jeune femme de 25 ans, ça va être une personne plus âgée, voilà, un cadre supérieur de 45 ans, un homme qui aime bien tel et tel loisir, etc. Donc ça, c'est bien de pouvoir le faire quand vraiment vous avez une cible assez large. Donc une fois que vous avez défini vos personas ou vos cibles, il va falloir définir un petit peu les thématiques et les contenus prioritaires. Donc souvent, en fait, moi, les gens que j'ai en formation me disent bon, voilà, donc mon actualité, c'est ça. Effectivement, la première chose à laquelle on pense, c'est l'actualité. Sauf qu'il n'y a pas que ça. Il faut aussi vous imaginer, vous mettre à la place des internautes et se demander ce que eux voudraient savoir sur votre entreprise. Peut-être qu'ils ont envie aussi de découvrir un petit peu le visage de vos collaborateurs. Donc, ce qui peut être sympa, c'est de faire des petits portraits pour voilà, exprimer le savoir-faire de chacun avec une petite photo qui va bien ou une petite vidéo reportage qui montre un petit peu les coulisses de votre entreprise. C'est toujours plus sympa que simplement de relayer une actualité qui dit que voilà, vous êtes maintenant ISO 9001 et puis que vous en êtes fiers, ce qui est quand même une autre information importante, mais qui peut très vite être rébarbative. Donc, parlez de vous, mais en répondant aussi à la curiosité de l'internaute, et puis aussi, je dirais, ne pas s'intéresser qu'à votre activité, c'est aussi réagir à l'actualité. Si par exemple, vous êtes dans un secteur qui vient de bénéficier d'une nouvelle je ne sais pas, d'une nouvelle loi, en tout cas d'un facteur externe, c'est bien de pouvoir réagir en tant qu'expert à l'actualité en disant en quoi cette nouvelle loi, cette nouvelle norme va vous permettre de faire progresser votre chaîne de production, par exemple, etc. Donc en fait, voilà, on le voit, il y a énormément de manières de parler de soi sans forcément être égocentrique et autocentré. On verra tout à l'heure.
Donc, pour réaliser cette stratégie éditoriale, il faut commencer par faire un petit peu un listing des contenus que vous avez envie de valoriser. Et puis aussi, imaginez, si vous êtes une structure où vous êtes assez nombreux, à mettre en place ce qu'on appelle un comité éditorial. C'est-à-dire qu'au lieu de vous retrouver tout seul, vous allez pouvoir peut-être chaque semaine ou toutes les 2 semaines regrouper entre 2 et 4 personnes pour échanger ensemble, parce qu'on n'a pas tous la même vision des choses, donc c'est bien de mettre en commun, de pouvoir échanger ensemble sur ce que vous allez pouvoir valoriser. Et puis ensuite, répartir un peu les tâches. Est-ce qu'il faut rédiger? Est-ce qu'il faut prendre des photos? Est-ce qu'il faut faire des vidéos? On n'a pas tous la compétence, on n'a pas tous toutes ces compétences-là en une seule personne. Donc, c'est bien de pouvoir aussi compter sur le savoir-faire des autres. Et puis, un travail d'équipe, c'est jamais mauvais. Ensuite, et pour terminer sur cette slide, vous pouvez aussi mettre en place ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Ça, c'est très rassurant parce que vous avez des moments où vous aurez tout le temps d'imaginer vos prochaines semaines. Et puis, d'un seul coup, il y a des gros dossiers qui vont tomber, des urgences, et vous serez pris par le temps et vous n'aurez pas forcément le temps justement de vous poser la question qu'est-ce que je vais poster la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Donc, plus vous prenez de l'avance, mieux c'est. Comme ça, vous avez de la visibilité et ça vous apporte aussi de la sérénité. Alors, justement, on en parlait tout de suite, c'est comment je rends service à mon internaute. Donc, on a parlé de cible, de stratégie éditoriale, de planning de publication. Maintenant, la question, c'est le contenu. Donc, on sait bien que sur Internet, le contenu est roi. Et quand on fait ce jeu de mots, c'est aussi dire que le contenu est aussi ROI, c'est-à-dire retour sur investissement. Il faut savoir qu'un chargé de communication qui fait un article, même de base sur un site web, il est très important de pouvoir consulter ensuite vos statistiques. C'est ce qui va vous motiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, au lieu d'avoir bêtement publié un article sans même savoir quelle est sa portée, vous serez pas, ça durera pas longtemps parce que vous ferez toujours passer cette action en non prioritaire par rapport à d'autres. Alors que si vous commencez à regarder l'impact que votre publication de contenu a, en utilisant Google Analytics par exemple, vous verrez très rapidement que ça vous motivera à produire d'autres contenus. Donc tout ça pour dire que le contenu en question, plus il est travaillé, mieux c'est. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le brand content, c'est-à-dire le contenu de marque. Un contenu de marque, ça va être un contenu qui va permettre de véhiculer et de transmettre les valeurs et la vision de la marque en créant justement un lien affectif plus étroit parce que vous allez parler non pas seulement de ce que vous faites dans votre entreprise, mais aussi par exemple de RSE, de partenariat, de mécénat. Et du coup, ça va vous rendre un petit peu plus humain. Et puis en même temps, vous allez rendre service aux entreprises ou à vos cibles. Par exemple, donc, je citais Seb tout à l'heure qui nous propose depuis de très nombreuses années un livre de recettes. C'est le cas aussi avec Michelin qui vous vend des pneus mais qui vous proposait aussi un guide papier pour pouvoir quelque part mieux user les pneus sur les routes de France. Et aujourd'hui, en fait, on s'aperçoit de la même chose sur Internet. Imaginons une marque de yaourt. Vous avez on va prendre la marque Danone. Vous allez avoir un site corporate qui va présenter tous les avantages de la marque, mais à titre institutionnel. Vous allez ensuite avoir plutôt un blog qui, lui, pourra répondre justement aux attentes du consommateur final en proposant notamment des recettes à base de yaourt. C'est-à-dire qu'on va au-delà du simple yaourt qu'on consommerait simplement dans sa manière première d'être consommé, mais après, en fait, vous pouvez aussi faire des gâteaux, vous pouvez aussi faire plein de choses. Donc, c'est montrer comment on peut utiliser son produit, mais de manière utile et intelligente. Ça, typiquement, c'est ce que vous devez faire sur vos réseaux sociaux pour montrer que vous ne proposez pas seulement un service, mais que c'est quelque chose qui va être intéressant. Ensuite, donc, chose très importante aussi, aujourd'hui, on casse un petit peu les codes par rapport au marketing traditionnel. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est le schéma du SMOT. Le SMOT, c'est Google qui l'a mis en place. Je vais vous expliquer ce que c'est. En fait, en marketing classique, on se disait qu'en général, on avait le premier moment de vérité, le first moment of truth, qui était là en fait pour finir de vous convaincre qu'il fallait aller en voyage dans tel pays ou qu'il fallait acheter telle marque. En général, vous aviez un premier stimulus, c'était la publicité, par exemple, un spot de pub à la télé ou du bouche à oreille. Et ensuite, vous alliez confirmer par un autre contenu votre choix.
Et puis, on avait le deuxième moment de vérité, c'était celui où on vivait le moment avec le produit qu'on avait choisi ou dans l'endroit qu'on avait choisi de visiter. Et là, aujourd'hui, en fait, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe, c'est qu'entre la première étape que vous voyez, c'est le stimulus et le first moment of truth, la deuxième étape, vous avez le zero moment of truth. Donc, c'est le moment zéro de vérité. Et ce moment-là, en fait, il investit tous les moments de la journée où vous êtes justement sur votre mobile. Donc, quand on est dans les transports en commun, quand on est dans la salle d'attente, quand on est chez le coiffeur ou voilà, qu'on patiente, en tout cas, qu'est-ce qu'on fait? On ne sort plus le magazine qui date il y a 10 ans, on ouvre son mobile et puis on regarde un petit peu ce qui se passe. Et en général, quand on a un projet, on vérifie que le projet en question, il se confirme par un comparateur de prix, etc. Donc aujourd'hui, l'étape entre le stimulus et le first moment of truth, c'est l'étape où vous êtes constamment sur votre mobile. Et du coup, là, on montre bien l'intérêt d'être présent sur les réseaux sociaux parce que les internautes qui sont connectés très régulièrement vont pouvoir voir votre actualité. Donc, c'est important pour le bouche à oreille et pour la comparaison de services, ce zéro moment de vérité. C'est par exemple, si on prend quelque chose de très parlant, c'est le tourisme en fait. Ça a été un des premiers secteurs d'activité qui a appliqué dans sa stratégie digitale les contenus depuis la première étape, c'est-à-dire j'ai besoin de partir en voyage. Ensuite, je vérifie, donc par le zéro moment of truth, je vérifie que sur un comparateur de prix, c'est bien là où c'est le moins cher et qu'en plus, en lisant les avis, je confirme mon choix. Ensuite, donc le first moment of truth, on allait réaliser l'acte d'achat. Et ensuite, on a aussi le second moment of truth, c'est le moment où on est arrivé sur place. Alors là, forcément, aujourd'hui, toutes les grandes enseignes de l'hôtellerie, notamment, s'emparent de cette nouvelle manière de se promouvoir avec des lieux, par exemple, ce qu'on appelle Instagrammables, c'est-à-dire que vous avez même des endroits dans le monde où, au lieu de visiter au gré un petit peu de vos envies, tout le monde va aller se faire photographier au même endroit parce que c'est l'endroit le plus beau, etc. Donc, du coup, ça fait un petit peu, ça c'est un petit peu la limite du truc, mais en tout cas, voilà, c'est important. Et donc là, c'est très, très bénéfique pour les marques qui utilisent ce genre de choses, de dispositifs, puisqu'en fait, c'est un contenu que les internautes vont diffuser gratuitement. C'est-à-dire que là, vous allez avoir sur un seul et même endroit 1000 personnes qui, chaque mois, vont poster qu'elles sont contentes d'être en vacances à cet endroit, sans même que l'annonceur ait besoin de payer. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il y a une espèce de boucle comme ça qui fait que depuis le début, on va s'inspirer de l'Internet à travers des comparaisons de prix, d'avis. Et puis, une fois qu'on arrive, on est content. Et ensuite, il y a aussi toute cette notion de fidélisation où on est rentré chez soi et on se dit quand même c'était bien, peut-être que j'y retournerai. Donc, en fait, on ne lâche pas les internautes et en même temps, on essaie d'être intelligent, d'être créatif et on leur propose un contenu toujours plus intéressant. Alors, la question de sur quels réseaux sociaux je dois être. La première question à se poser, c'est pas de se dire ouais, mon concurrent il est partout, parce que ça pourrait faire peur, et puis on pourrait se dire mince, on a 10 ans de retard sur lui. Il faut être là avant tout où on vous attend, où vos cibles vous attendent, sans pour autant être partout. Sauf si vous avez un service communication de 10 personnes à temps plein qui sont capables de produire 20 vidéos par semaine, etc., et de les publier sur les plateformes et de faire 10 posts par jour sur chaque réseau social, ce qui est loin d'être le cas de tout le monde. Donc nous, on est plutôt à se dire, on est un ou deux à gérer nos réseaux sociaux. Donc l'idée, c'est plutôt de faire le choix selon l'objectif, la cible. Et donc, on va le voir juste après. Vous voyez qu'en B2B, donc c'est business to business, c'est-à-dire qu'on va être dans une configuration où on vend des services à une entreprise. Les réseaux sociaux plébiscités sont d'abord LinkedIn. LinkedIn, c'est un réseau social américain, mais qui un modèle qui fonctionne très très bien et qui maintenant est davantage utilisé que Viadeo. Donc, s'il faut faire un choix entre les deux, c'est LinkedIn. Ensuite, Facebook, ça peut être bien, même en B2B, parce que vous êtes capable de valoriser vos services et puis peut-être aussi de promouvoir des offres d'emploi. Pour la notion de grand public, c'est bien. Twitter, c'est plutôt pour toute la force de recommandation, la presse, les leaders d'opinion, pour pouvoir vous identifier. Et puis YouTube, parce que souvent, YouTube permet de plus en plus de faire des démonstrations de produits ou d'intervenir et de donner des conseils. En B2C,
les choses s'inversent et sont complètement reconfigurées puisque vous avez tout d'abord Facebook, forcément, réseau social grand public avec un taux d'activité très fort au quotidien qui fédère une audience très active. Ensuite, vous avez Twitter, donc toujours pour la notion de je reste en contact avec mes internautes par le biais notamment de mots-clés qu'on appelle des hashtags. Alors Pinterest, c'est un réseau social qui est fait pour s'inspirer, donc que ce soit la mode, la cuisine, les voyages et la décoration par exemple. C'est un réseau social qui fonctionne très bien. Tout comme Instagram, qui est un réseau social principalement d'images, où là en fait tout le message va passer dans l'image qui est véhiculée. Donc ça fonctionne notamment bien quand on a un beau produit à valoriser ou un service type justement voyage à promouvoir, parce qu'on a des images pour les promouvoir. Ce qui n'est pas le cas de toutes les activités. Voilà, quand vous proposez de vendre des ordinateurs, c'est sûr que ça ne va pas être très artistique comme contenu. Alors, pour répondre juste aux questions sur le chat, donc effectivement, B2B, c'est quand c'est professionnel, communication de professionnels entre professionnels, et B2C, c'est quand c'est le professionnel qui s'adresse au consommateur final. Donc, du coup, on peut dire que ce sont ces réseaux-là qui sont les plus influents et ceux sur lesquels il est préférable de se concentrer. Voilà, tout à fait. Sachant que voilà, quand on parle d'une marque en B2C, de promouvoir une marque de basket, par exemple, forcément, là, on n'a pas Snapchat, mais typiquement, c'est sur la cible des très jeunes, des ados, un réseau social qui monte aussi. Mais ça vous donne voilà, une idée des réseaux qui sont les plus utilisés. Alors, il y avait une question, c'était par rapport aux réseaux libres comme Mastodonte ou Diaspora. Est-ce que c'est des réseaux qui sont viables et où il est conseillé d'aller communiquer, ou est-ce que c'est trop marginaux? Ça dépend de la cible, en fait. Ça dépend de ce que vous avez à promouvoir. Donc, c'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, si vous êtes sur une niche, on verra qu'il faut parfois, à la fois s'intéresser il faut à la fois s'intéresser à ce qui est utilisé par le plus grand nombre, et puis il faut aussi aller sur des forums ou des espaces d'échange thématiques plus spécifiques. Alors, il y a une question, c'est sur comment est-ce qu'on gère les réseaux sociaux dans un contexte de crise. Ça, c'est quelque chose que tu aborderas après, je suppose. Oui, on nous a effectivement posé la question. Ouais. On a d'ailleurs, j'aurai un très bon exemple là-dessus. Ouais. Donc, je note et puis ça fait partie des questions. Ok. Alors là, on va rapidement faire le topo. Alors là, je vais me contenter de lire les slides parce que de toute façon, ça, c'est des données sur chaque réseau social. C'est important d'avoir quand même les chiffres pour savoir un petit peu où vous mettez les pieds. Mais vous avez un blog qui s'appelle le blog du modérateur, qui est vraiment quelque chose qui actualise très, très souvent les statistiques d'utilisation des réseaux sociaux. Donc, voilà, je préfère vous orienter sur un support tel plutôt que de vous bassiner, entre guillemets, avec des chiffres, mais ça vous donne quand même une idée. Là, par exemple, on est sur Facebook, on a 91% des entreprises qui l'utilisent avec plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs actifs en France. Très important, la notion d'utilisateur actif, parce que vous avez tous connu la vague Google+, c'est-à-dire ce réseau social qui n'a jamais vraiment existé en tant que tel, mais qui nous a proposé à un moment donné de fusionner nos Gmail avec ce réseau pour créer un certain nombre d'utilisateurs, sauf que personne n'était actif. Donc typiquement, il ne faut pas seulement regarder le nombre d'utilisateurs, mais plutôt le nombre d'utilisateurs actifs, parce que c'est sur ces réseaux-là que grouille l'activité quotidienne et vous allez pouvoir en tirer quelque chose. Donc maintenant, sur Facebook, évidemment, l'âge moyen a augmenté, il est de 34 ans, puisque ça fait plus de 10 ans que Facebook existe et que la génération Y vieillit aussi. 82% des utilisateurs le font depuis smartphone. C'est évident que de plus en plus, pour n'importe quoi d'ailleurs, on n'a plus besoin de se connecter depuis un ordinateur. Et puis les différents supports créés, événements, campagnes publicitaires, campagnes de retargeting, utilisez aussi le marketplace par exemple quand vous faites du e-commerce, et puis avec la nouveauté Facebook Pay. Mais ça vraiment, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on préfère répondre à vos questions ce matin. De la même manière, quand vous publiez sur Facebook,
Donc, vous avez des tranches horaires où il est plus pertinent de le faire. Par exemple, on sait que le week-end, les gens sont pleinement concentrés sur les contenus, que le mardi est le pire jour. Mais après, j'allais dire, tout dépend aussi de votre contenu, de votre activité. Parce qu'entre midi et 2, c'est bien aussi de pouvoir poster. Voilà, en tout cas, les meilleurs jours, c'est sur la fin de semaine pour que vous ayez le meilleur taux d'engagement. Ça veut dire que tous les jours de la semaine, si vous postez un contenu, les gens le liront. Mais si vous voulez vraiment des likes, des commentaires, des réponses, c'est bien de pouvoir le faire en fin de semaine. Alors, il y a quelques petites demandes et quelques partages d'infos. Il y a une personne qui demande si tu peux redonner le nom du site qui fournit les statistiques. Google, par exemple, pour les sites web en tout cas, c'est Google Analytics qui est vraiment très bien parce qu'il est gratuit et puis parce qu'il est facile à déchiffrer. Et au niveau des réseaux sociaux, tout à l'heure, tu parlais justement d'un site où il y avait régulièrement les informations mises à jour. Ah oui, alors le site en question, c'est le blog du modérateur.com. Ça, vous tapez dans le nom dans Google, vous allez le trouver très facilement. Et là, vous allez voir, vous avez des rubriques avec différentes fiches qui sont classées par réseaux sociaux. Et il est mis à jour toutes les semaines. Après, j'ai d'autres infos. Il a été abordé Discord en disant que c'était une alternative qui était peut-être pas mal. Bien, ouais. Et on a une personne qui nous dit qu'on peut centraliser les réseaux sociaux avec TweetDeck. Il y a effectivement, ça on pourra en parler tout à l'heure, de l'automatisation des posts. Attendez, je prends juste mon stylo. Voilà. L'automatisation des posts, pour moi, il y a du bon et du mauvais. Mais en tout cas, des outils comme TweetDeck ou Hootsuite vont permettre, oui, ça je pense que ça a été abordé quand je parlais du temps qui nous était parfois limité, de pouvoir anticiper au maximum. Donc on peut s'aider d'une machine, même si voilà, la rédaction des posts doit vraiment être faite par un humain. À une époque, au tout début des réseaux sociaux, il y avait des applications qui existaient qui permettaient, si l'on publiait par exemple une actualité sur notre site, de pouvoir permettre à Facebook de le détecter et puis ensuite de le publier sur une page, mais c'était ni fait ni à faire parce que vous aviez une petite phrase d'accompagnement en anglais ça faisait complètement robotisé et du coup ça cassait complètement le caractère humain de ce qu'on pouvait exprimer, donc c'était un peu délicat. Mais oui, Hootsuite ou TweetDeck sont des outils qui vont vous permettre de programmer des posts, de programmer des posts et d'avoir aussi tout un panel de statistiques intéressantes. Sur le côté périodicité, pourquoi est-ce que mardi est le pire jour? Alors mardi, je crois que c'est le pire jour aussi pour les newsletters, mais je ne veux pas que je vous dise de bêtises. Pourquoi mardi est le pire jour? Je vous avoue, sur ce schéma-là, je trouve qu'il est vraiment trop généraliste. C'est comme de dire que le pire budget pour aller sur Google Ads, c'est $50 par jour, parce que ça dépend. Si on vend des appartements, $50, c'est pareil, c'est rien du tout. Et puis si on vend des paniers de légumes, c'est pas donné. Donc pourquoi le pire jour? Je sais pas, peut-être parce que la semaine est lancée, qu'on est sorti de nos réunions du lundi, qu'on a fait le point. Après, peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup d'événements et on est beaucoup à l'extérieur. Donc... voilà, tu vois, tu as donné une partie de la réponse. Ouais. Après, il y a, dans le cadre actuel du Covid-19, est-ce que du coup, le week-end, c'est toujours le meilleur moment pour communiquer ou est-ce que là, justement, c'est… Moi, je pense quand même que oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent la semaine et on n'est pas tout le temps connecté sur nos mobiles quand on travaille. Sachant que de toute façon, le Covid-19, là, on apprend semaine après semaine comment approcher, comment avoir un regard critique sur les médias en général et sur les messages qui sont véhiculés. Donc, je pense que là, on est aussi en train, on va devoir se poser la question de comment on sollicite les médias classiques et les médias sociaux pour s'informer sur le Covid, parce qu'il y a vraiment le premier comportement des internautes qui sont depuis 2 semaines maintenant en confinement, c'est d'aller beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors, j'allais dire, ça fait son travail aussi parce que ça permet quelque part c'est un peu cathartique, quoi. On se défoule, on dit ce qu'on en pense, on n'est pas content, on est content, finalement, on se dit que c'est pas si mal, et puis on se rassure. Donc, j'allais dire, il y a presque l'aspect psychologique qui entre en jeu, mais je pense que là, dans les semaines à venir, des gens qui cherchent des informations sur la progression du virus et de la situation économique, c'est peut-être pas sur les réseaux sociaux qu'il faut qu'elle la trouve. Et du coup, il y a peut-être aussi cette notion de décrocher un peu au niveau digital tout au long de la journée, parce que sinon, c'est un vrai piège, je pense.
Donc, c'est pas parce que je travaille dans le digital que je pense qu'il faut vraiment réussir à décrocher un petit peu aussi des réseaux sociaux et des médias pendant ces périodes où on est assommé d'informations H24. Il y a aussi donc un autre outil pour la gestion des réseaux sociaux, c'est Buffer, BU2FER, qui a été suggéré. Ok, ben merci pour vos interactions, vos ajouts. Comme ça fait des informations encore plus denses et tant mieux si on arrive ensemble à trouver les meilleures solutions. Donc après, Instagram, 17 millions d'utilisateurs actifs, c'est beaucoup moins que Facebook, on est à 34. Par contre, c'est un réseau social très intéressant qui est utilisé par 55% des entreprises parce qu'il permet, je vous disais tout à l'heure, de s'exprimer à travers de très beaux visuels et puis d'avoir une très bonne visibilité quand on utilise les bons hashtags. Si par exemple, on prend un post sur on a pris en photo des vignes et qu'on veut promouvoir les vins de Bourgogne, ça, typiquement, c'est un post qui, si vous utilisez les bons hashtags, les bons mots-clés précédés du signe dièse, vont pouvoir être bien visibles dans le monde entier. Et donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer une audience. Par contre, après, il faut avoir, encore une fois, ici, une vraie stratégie éditoriale parce que quand vous êtes une entreprise, c'est pas la même chose sur Instagram que quand vous êtes un adolescent qui propose plutôt de faire des photos de sa vie, donc qui n'a pas forcément le même positionnement. Là, il faut vraiment avoir un vrai objectif. Voilà un petit peu. Et puis l'avantage, c'est que Facebook et Instagram aujourd'hui sont un bon binôme puisque Facebook a racheté Instagram, ce qui fait que quand vous communiquez au niveau publicitaire sur un réseau social, vous pouvez aussi le faire sur l'autre. Voilà, donc là, est pareil, vous avez les préférences de publication sur la semaine, sur Instagram, avec la pause déjeuner et le soir qui sont favorisés. Et puis le mercredi, jeudi, là, on peut se dire peut-être que mercredi, jeudi sont des pauses un petit peu étudiantes, notamment le jeudi après-midi. Et donc, ou alors aussi le fait que les mamans sont plus disponibles le mercredi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui travaillent moins, sachant qu'il y a toute une communauté de mamans sur Instagram très impliquées, soit pour proposer des activités ou une manière plus mercantile pour promouvoir des marques quand on est jeune maman. Il y a une question, c'est que TikTok et qu'est-ce que tu en penses pour une cible B2C? D'Instagram? TikTok. Ah pardon, TikTok pour une cible B2C, après, je sais pas, moi j'ai entendu maintes et maintes choses sur TikTok, donc je me mets plus. Mais sinon, oui, c'est fun. Alors TikTok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application qui permet de faire notamment, pas que, mais elle est connue pour ça en tout cas, de faire du playback sur des chansons connues, et de se mettre en scène. Voilà. Est-ce que tu peux appuyer sur masquer en bas de ton écran? Oui, j'aimerais bien, mais je ne peux pas parce qu'en fait, quand je fais Escape, alors si c'est bon, je peux, pardon. Ok, alors par contre, je vais revenir. Voilà. Donc TikTok, c'est un côté ludique. Oui, pardon. Vas-y. Je pense que oui, les marques, il y a certaines marques qui peuvent l'utiliser. C'est justement, on verra tout à l'heure les différentes tonalités. Il ne faut pas être que sérieux sur les réseaux sociaux, sinon. Donc il faut multiplier le nombre de messages un peu ludiques comme ça et qui permet de fédérer aussi les internautes sur des défis pour les rendre actifs. Alors, il y a une autre question. Si jamais tu as besoin d'un peu plus de précision, tu me diras et je demanderai à la personne de le faire. Abordera-t-on un réseau par cooptation? Les réseaux d'experts ou des précurseurs, quels sont les outils les plus adaptés? Non, je ne pense pas qu'on aura le temps aujourd'hui. Mais bon, il faudra voir comment la question est posée. Enfin, je ne sais pas quelle heure il est d'ailleurs. On va regarder, mais non, ça va. Non, ça va pas du tout. Moi, je ne suis pas pressée, donc il n'y a pas de problème pour prolonger un peu. Mais les réseaux par cooptation, c'est un vrai sujet. Donc, par contre, voilà, on pourra échanger avec les personnes de manière individuelle après, hein, si on voit que c'est vraiment short et je ne veux frustrer personne. Donc, n'hésitez pas à mettre votre mail avec la question et comme ça, on vous recontacte derrière. Voilà, super. Donc voilà pour Instagram. Alors après, j'ai fait pareil pour LinkedIn. Donc là, vous avez moitié moins d'utilisateurs mais par rapport à Instagram, mais c'est normal puisque c'est un réseau professionnel et tout le monde n'a pas encore franchi le pas d'aller sur LinkedIn.
Alors, si je dois donner un conseil sur LinkedIn, parce que comme sur Instagram, comme sur Facebook, vous pouvez tout à la fois créer une page entreprise ou créer votre profil. Si vous avez la chance d'avoir déjà un profil sur LinkedIn depuis plusieurs années qui compte un certain nombre, minimum plusieurs centaines de contacts, n'hésitez pas à l'exploiter comme canal de communication pour votre entreprise, surtout si vous êtes commercial ou responsable de votre entreprise, parce que, encore une fois, la portée sera beaucoup plus importante que si, par exemple, vous avez une page qui vient d'être créée, où vous aurez sur des TPE, PME, c'est jamais simple. Vous pouvez avoir 100, 200, 300 abonnés. Mais alors que sur un post qui est réalisé via votre profil professionnel, vous pouvez cibler l'ensemble de vos contacts, voire au-delà, puisque vos posts peuvent être publics. Et voilà, si en plus vous les avez rédigés dans les règles de l'art, alors vous aurez vraiment une visibilité maximale. Et ça vous donnera une vraie légitimité, une vraie visibilité. Je ne sais pas si j'ai été claire, mais en tout cas, entre page et profil, on va dire que les deux sont utiles sur LinkedIn. Mais vraiment, si vous avez dans votre équipe des commerciaux qui sont déjà sur LinkedIn depuis de nombreuses années et qui pourraient davantage l'utiliser, bah, vraiment, c'est peut-être une marge de progression, quitte à les accompagner voilà, pour qu'ils puissent porter le bon message de l'entreprise via leur réseau, qui sont par ailleurs très certainement bien qualifiés, puisque c'est des contacts qu'ils ont acquis tout au long de leurs années professionnelles. Voilà pour LinkedIn. Alors LinkedIn, c'est pareil, il y a plein d'autres choses à dire. Hein. Vous avez, c'est pas seulement pour trouver du boulot. Hein. Sur LinkedIn, c'est au fil de vos rencontres professionnelles, pouvoir tisser un vrai réseau de partenaires pertinents, de confrères et puis de personnes qui peuvent aussi vous aider à construire de nouveaux projets. Et puis surtout, vous avez des groupes thématiques sur LinkedIn. Donc ça, c'est important pour des entreprises qui se lancent ou qui ont envie d'être légitimes dans un domaine, c'est de pouvoir aller chercher dans ces groupes thématiques s'il n'y a pas par hasard des activités déjà proposées et des thématiques proposées pour soit que vous puissiez interagir dans ces groupes, soit que vous puissiez initier un groupe si, par exemple, il n'a pas encore été créé. Donc ça peut être dans le développement durable, dans le numérique, dans plein d'autres choses. Et puis ce que je vous conseille de faire si vous avez envie de vous pencher sur cette question des groupes, c'est de bien regarder un petit peu la qualité du groupe avant de le rejoindre, c'est-à-dire le nombre de personnes qui suivent le groupe, mais aussi la dernière date de poste dans ce groupe, parce qu'il y a des groupes qui clairement ne vivent plus aujourd'hui. Vous allez avoir des groupes fermés, des groupes semi-fermés et des groupes ouverts. On a une question justement sur LinkedIn. Il vaut donc mieux être ambassadeur en tant que personne pour sa marque? Bah, moi, franchement, alors ça dépend. Si vous êtes Procter & Gamble, c'est sûr qu'il y a une page qui compte des milliers d'abonnés. Donc là, il faudra être aussi sur la page. Mais franchement, oui. Si vous avez, la réponse à la question est oui. Si vous avez la chance d'avoir au moins plusieurs centaines de contacts sur LinkedIn, il vaut mieux vous concentrer sur au moins un post par semaine, un post de qualité, quitte à ensuite le relayer sur la page, plutôt que de tout miser sur la page en oubliant votre profil. Et puis, alors que c'est vraiment ici que se cache peut-être le meilleur potentiel. Donc après, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus simples que d'autres à valoriser, mais voilà, il y a quand même énormément de professionnels dans différents secteurs d'activité sur LinkedIn. Donc voilà, si d'autres personnes veulent rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est avec grand plaisir. Alors, justement, une question, là, c'est par rapport à LinkedIn. Justement, est-ce que c'est pertinent d'être sur LinkedIn? Alors, en ce qui nous concerne, on a en fait la structure juridique d'une association et oui, nous avons une page. En fait, tout dépend de votre activité en tant qu'association. Sachez qu'effectivement, LinkedIn, c'est surtout du partage d'informations et c'est vraiment un réseau social d'actualité. Donc, si dans votre domaine d'activité, vous avez de l'actualité régulière et qu'il est pertinent de partager avec comment dire, vos followers ou autres, n'hésitez pas effectivement à avoir une page LinkedIn. Puis c'est vrai que la page LinkedIn, elle est faite pour l'actualité et puis aussi pour promouvoir des offres d'emploi. Mais ça, il faut déjà être une entreprise assez importante pour se permettre ce genre de choses. Donc voilà, si vous voulez rendre vivante votre communication sur
sur LinkedIn, bien véhiculer les valeurs de votre entreprise, sa progression au quotidien, mois après mois, voilà, vous pouvez, avec l'autorisation de votre direction, vous faire ambassadeur de votre entreprise. Alors après, on en avait parlé, par exemple avec les CCI, mais ça peut être aussi dans des sociétés privées. Si vous êtes chargé de communication, ça c'est important quand même de cadrer les choses. C'est-à-dire que si vous avez noté que sur 20 personnes, il y en avait 10 qui étaient très actives, et que dans ces 10, il y en avait 5 qui communiquaient vraiment de manière corporate et d'autres qui étaient un petit peu plus olé olé. Enfin voilà, on a tous une manière différente de communiquer. Donc quand c'est comme ça, ce qui est bien, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une charte de l'ambassadeur, c'est-à-dire certains engagements que prend l'internaute, c'est-à-dire s'exprimer toujours sur le même ton, un peu sérieux, enfin des choses qui vont permettre de faire en sorte que ça ne parte pas dans tous les sens sous prétexte qu'on a décidé de donner la parole à ces internautes sur leur réseau social. Ok, on utilise leur audience, mais par contre, ils doivent en contrepartie respecter l'image de l'entreprise. J'ai plein de questions. De toute façon, voilà, je pense que le mieux, c'est les questions, parce que les chiffres, ils pourront les consulter, enfin, tout le monde pourra les consulter. Tout à fait. Donc, la première, c'est à la manière de Facebook, LinkedIn propose maintenant d'organiser des événements. Est-ce que cette nouvelle fonctionnalité est pertinente ou est-ce qu'il faut attendre qu'elle se rôde un peu voilà. Alors, les événements live, c'est ça? Je pense. Ouais, effectivement, les lives, c'est un des… si on a pu dire que la vidéo était le plus gros potentiel à exploiter en 2019, maintenant, effectivement, il est dit que les lives sur les réseaux sociaux, ça va exploser, oui. Ok. Alors, il est demandé de pouvoir faire un workshop uniquement sur LinkedIn. Donc, je vais m'y atteler, je note, il n'y a pas de souci. On nous dit que voilà, si les gens mettent des réactions sur le post qui est fait par le profil ambassadeur, du coup, ils ne vont pas remettre le post sur la page de la marque. Est-ce que c'est pas dommage? Ça dépend en fait. Ça veut pas. Moi, quand je dis qu'on doit s'exprimer sur un profil personne, ça veut pas dire qu'il faut pas faire le même post sur la page de la marque. Après, ça prend quelques secondes. Donc, l'avantage, c'est que vous faites un copier-coller quasiment. En réadaptant un petit peu le contenu si besoin. Au lieu de dire je, on dit nous, par exemple, puisqu'on parle plus à la même personne. Mais voilà, ça sera de manière, ça sera de cibles différentes. Vous aurez vos personnes vous suivent sur votre réseau social et puis vous aurez l'audience de la page. Donc les deux sont intéressants. Après, il y a une question, est-ce que LinkedIn peut vraiment servir pour trouver du travail parce que la personne a essayé et ça n'a pas forcément fonctionné? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui aussi, mais par contre, c'est vrai que ça nous vend, enfin au début, il faut bien le dire, hein, ça nous vend quand même un peu de rêve, c'est-à-dire on nous propose de créer son CV en ligne, de mettre qu'on est ouvert à toute disponibilité, enfin à toute proposition, etc. Mais vraiment, on ne peut pas en rester là. C'est-à-dire qu'il faut aussi prouver qu'on a la capacité de réfléchir sur telle problématique professionnelle, montrer ses références. Du coup, ça devient un vrai, ce qu'on appelle personal branding, c'est-à-dire qu'on va se mettre en scène pour montrer tout ce qu'on sait faire de bien. En tout cas, il faut montrer notre légitimité dans un domaine. Après, ça ne veut pas dire que ça suffit, mais en tout cas, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est attendre les opportunités en se disant j'ai créé mon CV, ça va fonctionner. Une autre chose très importante, c'est quand vous créez votre profil LinkedIn, il faut savoir que les algorithmes pour vous retrouver, vont balayer tout le contenu, donc notamment tous les mots-clés que vous avez utilisés. Donc, il faut bien penser quand vous rédigez votre profil à insérer les mots-clés qui sont en rapport avec votre savoir-faire. Et puis aussi renseigner les compétences. Mais ça, voilà, si on fait un atelier, enfin si quelqu'un fait un atelier LinkedIn, ça sera sympa de creuser. Mais il faut absolument rajouter toutes vos compétences, on va dire les 10 majeures. Et puis, inviter les internautes à confirmer votre compétence, ça vous donnera plus de légitimité également. Est-ce au sein d'une association, qui doit être sur LinkedIn? Le président, le directeur? Enfin, moi, j'allais dire toutes les personnes qui sont bienveillantes envers la structure qu'elles représentent. Il y a peut-être que dans telle association, le président n'est pas du tout à l'aise avec les réseaux sociaux, auquel cas, le secrétaire, lui, qui est depuis plusieurs années et que ça n'embête pas de communiquer pour l'association, pourra le faire. J'allais dire normalement, c'est vrai que dans l'idéal, que ce soit dans les entreprises ou les associations, c'est quand même bien que la direction soit impliquée. Donc soit elle fait un effort, soit elle est déjà à l'aise, mais c'est toujours mieux pour ensuite
faire un bon écho en interne que d'avoir au moins les représentants principaux qui sont actifs. Voilà, sinon c'est un petit peu plus bizarre en termes d'image. Voilà pour les questions pour l'instant. Donc là, vous avez vu, j'ai continué sur le rythme de publication, les temps de publication sur LinkedIn. Voilà, Twitter, ce qu'il faut retenir, c'est effectivement, c'est un contenu très dense, donc il faut l'animer très régulièrement, son compte. La question qu'on peut se poser quand on est sur Twitter, c'est soit je suis, on va dire, un simple lecteur, auquel cas, ça ne me prend pas trop de temps, puisque quand j'y vais, quand j'ai le temps, c'est bien, quand j'y vais pas, on m'attend pas. Par contre, là où ça peut devenir plus chronophage pour vous, c'est quand vous décidez d'entrer en interaction, c'est-à-dire quand vous répondez à des posts en mentionnant une ou plusieurs personnes, parce que du coup, en rentrant dans cette manière de vous exprimer, vous allez interpeller d'autres personnes qui vont être notifiées par votre post, qui du coup vont vouloir y répondre, et donc du coup, qui vont solliciter de votre part que vous soyez réactif sur la manière dont vous allez répondre. Donc, vous devez répondre, vous devez aimer ce que les gens ont posté sur vous parce que c'est normal, c'est un accord de convenance, il faut le faire, c'est poli. Donc, il y a vraiment deux manières de faire. C'est soit je viens là en tant que lecteur pour faire ma veille quand j'ai le temps, ou alors vraiment décider d'entrer en interaction. Et là, ça vous rendra beaucoup plus accro. Hein. Donc, c'est très intéressant, mais par contre, ça prend beaucoup de temps. Et puis, il y a aussi un troisième rôle, les infomédiaires, c'est-à-dire ces personnes qui sont assez légitimes sur un sujet pour se permettre de vous relayer une synthèse quotidienne sur une information thématique. Donc ça, c'est ce que je vous conseille de faire si vous avez décidé d'utiliser Twitter uniquement pour de la veille, par exemple. Twitter, c'est aussi très bien quand vous avez un post à faire et que vous voulez interpeller la presse ou vous voulez localiser votre action. Si vous avez fait un événement sur telle zone géographique, c'est bien de pouvoir le poster parce qu'en utilisant les mots-clés qui vont bien et la localisation qui va bien, toutes les personnes qui s'intéresseront à cette thématique géographique ou à cette thématique tout court sauront que vous avez mis en place, par exemple, cet événement. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Delphine, est-ce que tu as noté d'autres choses? Mon micro. Peut-on répéter ce qu'est un infomédiaire? Alors, un infomédiaire, oui. Alors, un infomédiaire, c'est quelqu'un qui a compris que les internautes étaient soumis à ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire que bon, bah voilà, je voudrais une information et j'arrive sur Twitter, j'ai pas trop l'habitude, je suis un peu perdue. C'est ces personnes qui pratiquent le réseau social depuis de nombreuses années, qui ont réussi à fédérer une communauté crédible, une communauté thématique crédible, dont donc ces infomédiaires sont là pour relayer une information pertinente et vérifiée. Et donc, vous, en tant que tweetos, personnes sur Twitter qui ont plutôt une utilisation basique, ça va vous permettre, en vous abonnant à ces personnes, d'avoir tout de suite une synthèse de l'information qui vous intéresse. Les infomédiaires, on les a sur LinkedIn, mais on peut sur Twitter, mais on peut aussi les avoir sur des plateformes comme Scoopit. Scoopit, c'est une plateforme de par exemple. Et donc, les infomédiaires sur cette plateforme créer des groupes thématiques pour que vous puissiez rapidement accéder à l'information qui vous intéresse. Alors, il y a d'autres questions sur le côté des réseaux sociaux. Tu me dis si tu as prévu de l'aborder après. Mais est-ce qu'il faut faire le même texte sur les différents réseaux sociaux puisqu'on va utiliser les réseaux sociaux parce qu'on a plusieurs cibles? Ouais, donc là, c'est une question effectivement qui a été posée. Donc, je l'ai bien notée. Ça fait partie de ce qu'on va aborder à la fin. Et la réponse partielle est non. On ne s'exprime pas de la même manière sur tous les réseaux sociaux, sauf si on a envie de bâcler son travail et puis de ne pas donner de valeur ajoutée au contenu qu'on a préparé. Voilà. Du coup, là, je reviens un petit peu en arrière. Une personne demande si tu peux donner un exemple d'infomédiaire. Alors, je n'ai pas de nom comme ça, mais il y en a plein. Dans le numérique, il y en a notamment... j'ai oublié son nom. Il faudrait que je regarde sur mes... Après, tout dépend de la thématique. Même si je vous donne un nom, ça ne sera pas forcément la thématique qui va vous intéresser, vous. Je suis en train de regarder sur Twitter.
as des exemples, toi, Delphine, En train de chercher. Après, ça serait dans quoi? Dans le numérique ou dans… Si la personne peut nous préciser dans quel domaine, s'il vous plaît. Droit social. D'accord. Ben alors, comme ça, je n'ai pas la réponse. Par contre, si vous, dans le droit social, vous connaissez des grands noms, sans forcément parler des réseaux sociaux, et ben, le mieux, c'est d'aller voir sur le réseau social si cette personne a un compte. Et en général, si elle a un compte, elle est considérée comme reliant une information pertinente. Droit social, ce que vous pouvez aussi faire, c'est aller voir sur Google pour identifier, par exemple, des blogs qui parlent de droit social. Et en général, les blogueurs qui ont un contenu sur cette thématique vont souvent avoir un compte Twitter. Donc, vous pourrez peu à peu vous constituer comme ça une liste de personnes. Et d'ailleurs, vous pouvez vous faire une liste ensuite dans Twitter pour regrouper, si vous avez déjà une dizaine de noms comme ça, de référents thématiques, ça sera déjà très bien. La personne te remercie. Une autre question, tu me diras si c'est prévu après. Comment faire croître une communauté? Ouais, alors ça, c'est pas prévu après, mais c'est très intéressant, donc il faut qu'on l'aborde aussi. On verra que c'est cyclique, il y a plein de… Voilà, savoir si c'est parce qu'il faut faire plus d'articles, s'il faut un contenu plus dynamique ou si ce qu'il faut des partenaires. Voilà, toutes ces questions. Déjà, je peux répondre partiellement. Une communauté, en fait, ça s'entretient quotidiennement. Et puis, la pratique des réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup de tests et parfois aussi des échecs. Donc, l'idée, c'est qu'on a plusieurs étapes. On a le lancement de la communauté, ensuite, on a son entretien et on a sa croissance. Donc, je vais essayer de répondre au mieux, mais sinon, c'est quelque chose ça, que je pourrais aborder avec la personne de manière individuelle au téléphone si jamais on n'a pas le temps de tout traiter. Voilà. Donc, je continue au niveau des réseaux sociaux. Donc, il y a Pinterest aussi, que vous connaissez maintenant peut-être tous, qui a connu un fort succès ces dernières années. Alors, à la base, il était juste créé, enfin, il était très, 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 très consulté par la ménagère de moins de 50 ans aux États-Unis, voilà, qui était à la maison, qui avait beaucoup de temps, qui à la fois voulait dépenser son argent à bon escient et puis être, enfin voilà, exemplaire au niveau de la cuisine, au niveau de la déco. Donc voilà, typiquement, c'était le profil de base et bien évidemment qu'il a été étendu puisque on a tous besoin de s'inspirer à la fois sur la cuisine, quand on veut des recettes, peut-être sur la mode, peut-être sur la décoration, le bricolage ou encore les voyages. Donc, ça a la vertu d'être une plateforme où on a énormément de beaux contenus visuels. Donc, par exemple, un architecte d'intérieur, même en local, a intérêt à promouvoir son activité, sachant qu'après, sur cette activité-là, on a d'autres plateformes collaboratives comme House, par exemple, qui vont pouvoir permettre à chaque entrepreneur de démontrer les savoir-faire, que ce soit en termes d'entretien des extérieurs, en termes de gros œuvres, etc. Donc voilà, Pinterest, c'est quand même plus une pratique week-end où on commence à se dire, bah tiens, je referais bien la déco de telle pièce, ou alors qu'est-ce qu'on va prendre le temps de cuisiner, ce qu'on n'a pas le temps de faire la semaine. Et là, pour le coup, j'allais dire en temps de crise, eh bien, c'est peut-être que c'est un petit peu revu la consultation de Pinterest, parce que là, tout le monde cherche à comment s'occuper, comment faire de la peinture avec ses enfants, comment fabriquer une cabane, comment faire un poulet Gaston Gérard. Donc voilà, on peut imaginer que le réseau soit davantage fréquenté en semaine en ce moment. Bon, alors pour YouTube, là, c'est un vrai potentiel aussi. Donc, c'est aux États-Unis, sur les adolescents, c'est le premier moteur de recherche désormais. C'est-à-dire qu'un internaute, il ne va même plus sur Google. Quand il veut une information, surtout quand il veut savoir comment faire quelque chose, il va sur YouTube. Ça peut être comment faire une recette, encore une fois, parce qu'on préfère encore
parfois regarder une vidéo plutôt que de lire un texte quand on a les mains en train de découper des légumes, par exemple. On a aussi tout ce qui est un petit peu sport, c'est-à-dire les figures de BMX, etc., les figures de surf. On va beaucoup s'inspirer sur YouTube. Ça peut être aussi pour les coiffures. Moi, j'ai un exemple très concret. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais formé un confrère, voilà, dont le client était une marque de remorque. Vous savez, ces fameuses marques de remorque, je crois que ça s'appelle RD, que les personnes principalement âgées utilisent pour quand ils ont fait leur jardin, voilà, pour transporter leurs déchets végétaux. Et bon, bref, donc du coup, on s'était posé la question, on s'était dit, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur YouTube pour cette marque? Et on s'était aperçu, en allant un petit peu sur YouTube, que des retraités, alors il y avait notamment une personne, alors au début on a rigolé, parce que c'était une personne qui avait pris le temps de mettre sa caméra sur trépied et qui avait filmé le fait qu'il allait rentrer dans son petit garage en bois, la remorque référence temps, et qu'il était super content. Donc au début, on s'est dit, c'est bien, il prend le temps de le faire, c'est génial, c'est très pro. Par contre, la vidéo dure 30 minutes parce que il n'y a pas du tout notion du temps aujourd'hui. Très court normalement des vidéos, mais pour autant on a beaucoup moins ri, ou alors au contraire on a été très étonnés quand on a vu qu'il avait suscité plusieurs centaines de commentaires qui remerciaient la personne d'avoir montré comment utiliser cette remorque, et c'est une personne finalement qui avait une chaîne pas du tout négligeable sur YouTube. Donc ça veut dire que sur YouTube il y a énormément de communautés thématiques. Et même quand on se demande si on doit acheter la remorque MX82 ou MX85 et qu'on hésite, même ça, on peut le trouver sur YouTube pour avoir réponse à sa question. Donc tout ça pour dire que YouTube, c'est un potentiel énorme. Par contre, il faut savoir une chose, c'est qu'il faut éviter de faire des vidéos trop longues sur YouTube, parce que les personnes, même quand vous faites une vidéo d'1 minute, moi j'ai remarqué sur les statistiques, notamment Facebook, on est content parce qu'on se dit la vidéo a été visionnée plus de 1000 fois en une semaine, sauf qu'en elle n'a pas été visionnée en totalité. Même quand elle fait 1 minute, on regarde un petit peu les statistiques, on s'aperçoit que 15% des personnes ont quitté la vidéo dans même pas la moitié, c'est-à-dire dans les 10 premières secondes. On a 15 à 20% des internautes qui s'en vont. Et puis, à la moitié de la vidéo, on perd la moitié de l'audience. Donc, ça doit vouloir dire plusieurs choses, qu'il faut être convaincant dans les 10 premières secondes, dire l'essentiel dans les 10 premières. Ensuite, c'est tant mieux si les personnes veulent voir jusqu'au bout. Et puis, bien évidemment, avoir un contenu professionnel. On a beaucoup d'entreprises qui se disent, je ne vais pas forcément des exemples concrets, mais en tout cas, j'en ai vu des témoignages ou des reportages qui ont voulu être faits avec les moyens du bord, comme on dit. Sauf qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. Si vous faites un contenu qui n'est pas de bonne qualité, ça va faire l'effet inverse. Et du coup, vous allez non seulement pas donner envie à l'internaute de regarder, mais en plus, vous allez entretenir l'image d'une entreprise qui ne veut pas se donner les moyens de valoriser ses savoir-faire. Et du coup, c'est cheap, tout simplement. Par contre, on a des outils qui coûtent pas très cher. Notamment, je pense à un outil qui s'appelle Osmo Mobile. Donc en fait, c'est un petit bras articulé sur lequel vous positionnez votre smartphone, qui très souvent est de bonne qualité au niveau vidéo, et qui va vous permettre de stabiliser une image quand vous allez marcher dans une rue, vous allez interviewer quelqu'un. Donc ça, typiquement, stabiliser l'image, c'est déjà une première chose. Proposer une image nette, et puis après, faire un petit montage qui va bien, avec des outils qui sont tout à fait abordables. Ce qu'il ne faut pas essayer de faire, c'est faire le travail des professionnels à leur place, parce que souvent, ça fait des résultats qui ne sont pas satisfaisants du tout. Donc, vous aurez fait tout ce travail pour rien, parce que vous aurez pas d'audience. Donc après, YouTube, YouTube, c'est une chose. YouTube, c'est un moteur de recherche maintenant à part entière. C'est bien de pouvoir être sur YouTube quand vous êtes sûr que vous allez avoir on va dire au moins une vingtaine de vidéos par an à diffuser, parce que si vous êtes dans l'engouement du départ à dire on va produire 20 vidéos par mois et puis qu'au final ça s'essouffle, eh bien c'est pas une bonne chose. En tout cas, pour avoir une chaîne, il faut déjà produire un minimum de contenu. Une question, est-ce que YouTube est pertinent pour une activité de type formation, atelier? Est-ce que c'est pas risqué dans le sens où on ne peut pas trop en dire?
Bah, après, c'est l'art de ne pas trop en dire, de toute façon, dans tous les cas de figure. Voilà, il y a des entreprises qui ont fait le choix de proposer des formations en ligne, mais souvent, ces formations en ligne, elles ne disent pas tout. Enfin, en tout cas, oui, je vois bien la question, c'est-à-dire qu'on on peut pas se permettre de transmettre l'ensemble de nos compétences gratuitement sur YouTube. Donc après, le choix de l'entreprise peut être fait en proposant des ateliers gratuits qui peuvent être complétés ensuite par des prestations. C'est le plus simple. Pour revenir tout à l'heure sur le réseau social Snapchat, il est indiqué donc que ça permet de créer un lieu, donc c'est intéressant pour recenser un événement parce que du coup après il va s'afficher donc sur la map. Par contre, dans les stories, on retrouve comme du montage vidéo dynamique. Est-ce que c'est le nouveau YouTube des jeunes? Instagram? Snapchat. Ah, Snapchat. C'est deux choses différentes. Mais effectivement, je pense qu'on peut observer, c'est que de plus en plus, on va aller sur des formats très courts. Alors, il y a une autre application dont je ne me souviens plus le nom, vous allez peut-être pouvoir me la donner pour ceux qui la connaissent, mais c'est une application qui permet un peu comme Snapchat, de poster des messages vidéo très courts, éphémères en fait, qui vont s'effacer après. Et ça, typiquement, c'est le comportement des ados d'aujourd'hui parce que ils n'ont pas envie sachant qu'ils ont des outils qui permettent une créativité très importante en très peu de temps. Ça va être de moins en moins pour eux la solution que de faire un tournage puis un montage vidéo sur YouTube, sachant qu'en plus on va être sur des durées très courtes, quoi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a les applications mobiles, souvent gratuites, qui permettent de faire des contenus professionnels, ou en tout cas qui ont une apparence esthétique intéressante, sans avoir à repasser par tous les maillons de la chaîne d'une création de vidéos. C'est beaucoup moins lourd en fait. Donc on va au plus rapide. Mais ça, c'est pour les jeunes. Ça ne veut pas dire que pour les entreprises, il faut toujours avoir ce même raisonnement. Ok. Alors, effectivement, ça nous est suggéré que c'est peut-être l'application Vine. Il y a une personne qui demande quel est le nom de l'application autre que Snap. Bah, je sais pas, justement, il y en a une qui permet de véhiculer des messages vidéo éphémères et j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle plus. Donc, c'est pas Vine. Il y avait Vine. Il y avait Vine. Il me semblait qu'il y avait une autre application qui a été lancée il y a 2 ans à peu près. On va peut-être la retrouver sur le blog du modérateur. Et c'était pour déposer des messages vidéo éphémères. C'était pas Vine, mais bon. Il y a une chose aussi importante, c'est qu'une entreprise qui va créer une vidéo sur YouTube, il faut absolument aussi qualifier le contenu, c'est-à-dire ajouter une description avec des mots-clés pertinents pour qu'on puisse la retrouver quand on fait ses recherches, donc qu'elle puisse nous être suggérée. Et je pensais aussi à autre chose. Ah oui, très important, le jour où une entreprise investit dans une vidéo, même aussi courte soit-elle, c'est-à-dire entre 30 secondes et 1 minute. Ce qu'il faut voir, c'est que cette vidéo, elle a une très bonne valeur ajoutée dans la mesure où c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir uniquement diffuser sur YouTube. Ça peut être une vidéo qu'on va pouvoir diffuser sur la page d'accueil du site en fond tramé, par exemple. Ça peut être une vidéo qu'on va diffuser sur un écran d'accueil dans une entreprise. Ça peut être une vidéo qu'on va diffuser sur les publicités, comme YouTube Ads ou LinkedIn Ads. Ou ça peut être encore une vidéo qu'on va diffuser sur son site internet ou encore sur un salon quand l'occasion se présentera. Donc voilà, une vidéo aujourd'hui, l'avantage c'est qu'elle n'est pas exclusivement ancrée dans un environnement et qu'elle peut s'intégrer dans beaucoup de situations pour synthétiser l'activité d'une entreprise. Ok. Alors, pour bien communiquer, donc voilà, pour synthétiser un petit peu, de toute façon, le plus important, donc là on a parlé des réseaux sociaux, mais il faut aussi avoir une présence digitale forte dans son ensemble, c'est-à-dire aussi s'intéresser à son site et à son SEO, donc référencement naturel. Donc, c'est disposer au minimum soit d'un site, soit d'un blog. Pourquoi? Parce que, mine de rien, votre site, c'est toujours le vaisseau amiral de votre communication. C'est ce sur quoi on doit atterrir quand on fait le lien sur un réseau social. Et c'est aussi tout simplement le seul outil dont vous êtes propriétaire. Contrairement à Facebook ou d'autres plateformes dont on ne sait pas du jour au lendemain
comment elles peuvent changer leurs règles. Donc, j'ai un exemple tout bête. Les pages Facebook, hier, vous aviez 1000 contacts, 1000 abonnés sur votre page, vous pouviez espérer en toucher 700 quand vous postiez. Depuis environ 2 ans, Facebook a décidé de limiter ce qu'on appelle le reach des pages, c'est-à-dire que quand vous faites un post aujourd'hui, il faut imaginer qu'il n'y a pas plus de 5 à 10% des abonnés qui vont voir votre post. Donc, Facebook, à l'époque, Mark Zuckerberg l'avait justifié en disant que ça allait être pour privilégier non plus les postes d'entreprise, mais de personnes sur les flux d'actualité de chacun. En fait, je pense que c'est surtout pour encourager les entreprises à acheter davantage de publicité en ligne. Et la pub en ligne, on va en parler dans les questions. Donc, il y avait ça. Et puis, je voulais aussi... Alors, il y a juste une question à laquelle je peux répondre. C'est est-ce qu'il y a un coût pour publier une vidéo sur YouTube? Donc non, c'est gratuit. Il suffit de se créer un compte sur YouTube et vous pouvez publier vos vidéos. Pour l'application autre que Snap, quelqu'un propose Blink. Ouais, je ne sais plus. Ça ne me dit rien non plus, mais merci. En tout cas, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et alors, très important aussi, il faut bien distinguer, vous avez 3 types de contenu en fait. Votre contenu sur Internet, alors il y a ça je pourrais vous redonner l'orthographe parce que c'est des termes anglais, mais ce qu'il faut noter, c'est l'état d'esprit surtout, c'est le owned. Ça, le owned, c'est ce que vous possédez. Donc, c'est votre site Internet par exemple, ou votre blog, ou votre application. Ensuite, vous avez le earned. Le earned, c'est tout ce qui va être gagné sans que vous ayez, entre guillemets, à faire beaucoup d'efforts. Par exemple, imaginons Adidas qui lance une nouvelle paire de marques de basket sur les Champs-Élysées. Donc, ça va leur coûter forcément de faire venir Kylian Mbappé, par exemple. Mais en parallèle, elles vont inviter 1500 jeunes. Donc, ces 1500 jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont poster au minimum 5 photos chacun sur leurs différents réseaux sociaux en mentionnant la marque, l'événement. Donc, autant vous dire autant de posts qui invitent à l'enthousiasme vis-à-vis de la marque. Et ça, typiquement, c'est du contenu qui est généré gratuitement. Donc, vous avez votre contenu owned, votre contenu earned, celui qui est généré par les internautes. Et vous avez le contenu paid. Ça, c'est toute la partie publicitaire qui va pouvoir venir compléter, peut-être à des moments stratégiques de votre activité, ce que vous faites par ailleurs toute l'année sur la communication digitale. Donc, c'est pour ça qu'en deuxième point, ce qu'on propose, c'est vraiment d'élaborer un plan de communication annuel. Alors, si vous ne pouvez pas faire annuel, au moins sur les 6 mois à venir, parce que c'est beaucoup moins anxiogène pour un dirigeant d'avoir un minimum de visibilité et sur sa com et sur son budget. Et puis surtout, ça vous permet de vous obliger à interagir aussi avec les services commerciaux, etc., pour essayer d'avoir une action qui soit concertée. Vous pouvez aussi externaliser si vous manquez de ressources ou si vous avez décidé de faire ce choix parce que vous estimez que vous n'avez pas la compétence interne ou pas le temps. Alors, du coup, voilà. Là maintenant, on va arriver donc aux questions. Donc, la première question, c'est comment adapter sa communication pendant le Covid. Donc, déjà, le premier post que vous pouvez faire si vous avez déjà vos espaces de créer, c'est de pouvoir expliquer comment vous êtes organisé dans ce nouveau contexte. Ça permet aux entreprises qui éventuellement auraient du mal à vous joindre ou autres de comprendre ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir le réflexe d'aller voir sur les entreprises, sur les pages entreprises, comment je peux joindre tel artisan, comment je peux compter sur mon prestataire habituel, etc. Donc voilà, ça c'est la première question. Après, justement, comment adapter sa communication pendant le Covid? Nous, typiquement, on est ravis pour le coup parce que le numérique prouve à quel point il peut accompagner les entreprises dans des moments où on doit travailler de manière confinée. Et du coup, là, moi, je dis souvent que le numérique n'est pas une finalité en soi, mais plutôt un moyen technique pour connecter des êtres humains et les mettre en relation. Et là, typiquement, au lieu de se retrouver chez soi, on se retrouve avec des dispositifs, soit de télétravail, de téléconférence ou encore de plateformes collaboratives qui vont permettre de ne pas perdre de temps et puis d'assumer ce qui doit l'être. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Est-ce que par rapport à cette situation actuelle, donc alors, ma recommandation, oui.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur… Non, sur la… C'est bon, c'était en fait voilà quel était le ton à adopter et puis est-ce qu'on continue en fait à présenter les services? Est-ce qu'on a une communication globale? Voilà, c'était Moi, ça. ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a des entreprises qui ont fait le choix de relayer les actualités des associations qui ont besoin d'aide ou voilà, d'un seul coup, voilà, on a aussi un élan de solidarité qui se crée et typiquement, c'est le genre de poste qui va, alors ça doit pas être fait de manière intéressée évidemment, mais n'empêche que ça montre aussi l'ouverture d'esprit de l'entreprise qui se contente pas juste de dire on est fermé ou on est ouvert, mais qui va aller parce qu'elle a vu par une association professionnelle ou par je sais pas, en tout cas un message pertinent passé et qui dit on a besoin de masques, on a besoin… Voilà, donc ça peut être une première chose. Hier, j'ai vu sur LinkedIn ou sur Facebook des entreprises ou des structures culturelles qui proposaient justement de donner leur matériel à du professionnel médical. Donc ça peut être l'occasion de parler de vous en bien, sans forcément jouer sur l'opportunité, mais voilà, je pense que ça peut donner aussi, et c'est plutôt dans l'idée de donner aussi l'idée aux autres de faire pareil, et du coup, c'est très motivant. Il y a une question, c'est comment est-ce qu'on communique avec son public quand il s'agit d'entreprises qui sont directement impactées par la crise? Ouais, c'est ça. Mais en fait, j'allais dire, quand tu parlais de ton à employer tout à l'heure, effectivement, il faut vraiment faire attention parce que je pense que là, typiquement, les gens, ils ont envie de deux choses. Ils ont envie de sérieux, c'est-à-dire d'avoir des propos qui leur permettent d'avoir un minimum de visibilité sur leur activité. Et donc, il faut du très sérieux. Et en même temps, j'allais dire, il faut quand même un peu d'humour. Alors là, je ne parle pas des entreprises, mais je parle même à titre personnel, quand on consulte, voilà. Bon, il y a des choses moins drôles que d'autres, mais les gens ont besoin quand même de respirer et puis de prendre du recul. Donc, il faut deux choses. Par contre, effectivement, tout a été en quelques semaines, en 2 semaines, tout a été inversé. La priorité aujourd'hui des entreprises, c'est de maintenir leur activité, mais c'est surtout de préserver la santé des collaborateurs et puis plus généralement de la population. Donc, il y a des priorités qui ont été revues et forcément, il faut penser à tout le monde quand on s'exprime sur une page, notamment les entreprises qui ont été impactées. Ça, c'est une règle classique en communication. Quand vous relayez un message, il faut vous imaginer que c'est pas parce que vous imaginez qu'il va être interprété de cette manière qu'il va l'être par d'autres. Donc, quand vous intégrez une petite notion d'humour, il faut faire attention parce que tout le monde n'a pas la blague aussi facile que vous, ou en tout cas n'a pas la même interprétation. C'est vraiment le prisme de la communication. On envoie un message. Je ne sais pas si vous visualisez cette image. On a le petit faisceau lumineux qui passe dans le prisme et d'un seul coup, ça se transforme en arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel, c'est autant d'interprétations qui sont possibles. Donc voilà, faites bien attention quand vous vous adressez, à vos cibles parce que forcément, ça ne va pas faire rire tout le monde, quoi. Donc essayez d'être entre les deux et puis peut-être un peu minimaliste aussi parce que là, je pense qu'on n'a pas encore les statistiques. Mais on sait déjà qu'il y a une forte croissance en termes de fréquentation des réseaux sociaux. J'avais trouvé un document, je ne sais pas si je vais vous le retrouver par contre. Je vous le renverrai, mais ça montre justement les tendances et les thématiques recherchées en ce moment sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup, il faut peut-être être un petit peu plus discret et puis un petit peu plus pertinent sur ce qu'on avance, quitte à en dire moins souvent. Voilà. Parce qu'on est vraiment soumis à une grosse masse d'informations, du vrai, du pas vrai, du drôle, du moins drôle. Donc voilà, il faut faire preuve d'empathie aussi et pas assassiner, pas assommer tout le monde. Voilà. Alors ensuite, on a quelle fréquence pour les posts sur les réseaux sociaux? C'est une question, si je dois généraliser un petit peu pour donner une réponse globale, là, en général, je pense qu'il faut être sur Facebook, sur une page entreprise, 2 posts par semaine, c'est bien, parce que de toute façon, c'est de moins en moins vu. Par contre, ces posts, c'est bien de pouvoir les faire relayer par des collaborateurs qui sont prêts à relayer l'information sur leur propre réseau. On augmentera de cette manière-là la visibilité. Pour LinkedIn, je pense que 3 à 4 posts par semaine, c'est bien. Que ce soit une information qui émane de votre part ou des partages d'informations. Après, bon, c'est délicat parce que sur Twitter, on sait bien qu'il y a des gens qui postent une fois toutes les 2 minutes. Donc,
voilà, la fréquence pour les posts sur les réseaux sociaux, nous par exemple, on est parti sur un pack minimum parce qu'on sait que les entreprises, il y a des entreprises qui pour le moment ne font rien pour leur communication digitale, donc on est parti sur le minimum, c'est un article par mois sur le site, un post sur Facebook et un post sur LinkedIn. Voilà, ça c'est vraiment le minimum. Et après, j'allais dire, plus vous en faites dans la mesure du raisonnable, mieux c'est. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire, c'est être irrégulier, en fait. C'est pas poster 20 contenus le mois 1 et 5 contenus le mois 2 et 0 contenu le mois 3. Il faut essayer d'être constant. C'est pour ça que je vous proposais de vous organiser au minimum sur 6 mois. En fait, c'est vraiment en fonction de l'actualité et c'est surtout, effectivement, il faut éviter d'avoir des profils qui sont très anciens avec des posts qui datent parce que là, du coup, on se pose des questions sur l'entreprise. Ouais, ça fait vraiment, en termes de communication, c'est vraiment mauvais quand on a une page qui n'a pas vécu, comme on dit, depuis février 2018, quoi. Donc, c'est autant supprimer. Enfin, ça peut pas aller. Donc, il faut être régulier et puis il faut quand même avoir ce qu'on appelle un peu de fraîcheur, c'est-à-dire essayer une fois par mois minimum de communiquer sur vous. Je suis volontairement pas optimiste parce que je sais qu'en fait, c'est la plus grosse difficulté des entreprises, c'est de trouver du temps pour le faire. Donc, il faut mieux pas vous coller la pression en vous disant il faut absolument que je fasse un post par mois. Et ben, tant pis, faites-en que 5, mais faites-les bien. Alors, quel type de communication? Tutoiement ou vouvoiement, strict ou friendly? J'imagine que c'est une approche par cas. Voilà, ben, en fait, oui, c'est ça, c'est ce qu'on évoquait tout de suite. Alors, l'avantage sur, par exemple, Facebook, c'est qu'on peut vraiment se permettre une tonalité plus conviviale que sur LinkedIn, par exemple. Sur LinkedIn, c'est plus corporate quand même. Par contre, quand on peut se le permettre, c'est bien de montrer une équipe, notamment, par exemple, les vœux, c'est toujours l'occasion de voir une équipe qui est un petit peu plus détendue, souriante, dans une bonne ambiance de travail, etc. Où certaines structures réalisent des vidéos. Ce qui est moins le cas sur LinkedIn, par exemple. Après, le tutoiement, j'allais dire, il vaut mieux. Enfin, déjà, vous vous exprimez pas forcément en termes de tu ou de vous. C'est d'abord voilà ce que l'entreprise a fait, et puis après dans les commentaires, soit vous connaissez la personne, soit vous la connaissez pas. Mais le vous est quand même, je pense, bien apprécié, sauf si vraiment vous êtes sur une cible jeune. Mais voilà, on ne connaît pas les personnes, donc on les respecte. On les respecte, sauf si c'est une association où voilà, la principale activité, c'est les adhérents qui vont commenter, répondre. Voilà, c'est forcément le tutoiement. Mais de base, il vaut mieux respecter. D'ailleurs, tout comme si vous avez un commentaire négatif, il faut toujours répondre de manière très polie, très construite, très argumentée, et puis très respectueuse. Même si de l'autre côté, c'est pas le comportement qui est exprimé. Une métaphore qui est très intéressante, c'est un sociologue qui a parlé de ça. Il disait, imaginez quand vous êtes dans votre voiture, vous avez parfois peut-être envie de klaxonner la personne devant vous parce qu'elle n'a pas le comportement que vous aimeriez qu'elle ait. Sur Internet, c'est pareil. Et pour autant, dans la vraie vie, on ne se permettrait pas de poster ce genre de commentaires. Donc, les gens qui parfois sont agressifs au volant sont peut-être je dis pas, il y a peut-être des gens qui nous écoutent et puis qui klaxonnent parfois, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a souvent des gens qui se permettent de poster des commentaires des fois méchants sur les réseaux sociaux. On a eu un client une fois, c'était un constructeur de maison qui a été dont l'internaute a été mal reçu sur un stand de salon, alors qu'en fait, c'était pas, ils étaient en train de boire l'apéritif avec le voisin d'à côté et c'est le voisin d'à côté qui a mal répondu. Bref, donc c'est parti dans une incompréhension totale, ce qui fait que la personne s'est exprimée très agressivement. Et alors que finalement, il aurait suffi peut-être qu'ils en parlent directement sur le salon ou qu'ils s'appellent plutôt que de rendre public cette insatisfaction. Enfin voilà. Donc il faut toujours imaginer que c'est un comportement que la personne se permettrait moins d'avoir. Et puis il y a plein de recours possibles en termes de modération. Mais il faut commencer par le respect, même quand ça nous agace. Donc plusieurs postes, plusieurs postes ou un poste long. Moi je dirais plutôt plusieurs postes. Parce qu'effectivement, sinon, les gens n'iront pas tout. Donc, plutôt voici la première fonctionnalité de notre service, voici la deuxième, et puis à la limite, faire une semaine comme ça, où au lieu de faire un post le lundi avec les 7 fonctionnalités, vous faites un post par jour, un post qui n'est pas seulement
alimenté d'un texte, mais aussi d'une belle image, parce qu'on sait bien que les images sur Facebook, notamment, ou dans un fil d'actualité, c'est ce qui passe pour l'œil. Donc, oui, j'allais dire, effectivement, les visuels, c'est hyper important parce que des posts uniquement avec du texte, il faut faire très attention. Par exemple, sur Twitter, où ça va très vite, un post avec que du texte n'attire pas du tout l'attention. Voilà, donc c'est de plus en plus vu. Alors, Facebook a changé un petit peu sa manière de présenter les images depuis 2 ans environ. Donc, maintenant, on a vraiment la possibilité d'afficher des images en grand. Si jamais vous devez citer un lien, une URL, c'est-à-dire un lien Internet, souvent, Facebook vous propose une image. Il vous propose une image de base qui est accompagnée d'un petit pavé textuel. Donc moi, ce que je vous propose quand c'est comme ça, c'est de supprimer l'image qui est suggérée par Facebook et puis de remettre une plus grosse image en l'ajoutant manuellement. Vous pouvez aussi, sur les posts courts, voilà, les compléter d'une petite vidéo. Ça peut être sympa. Là, tu étais sur Facebook, du coup, j'ai une question par rapport à Facebook. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de contourner la limitation de diffusion des 5 à 10% de visibilité, à part avec la publicité? En fait, il y en a une, hein. C'est ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est quand on a une page qui est limitée, ce qu'on peut inviter à faire quand on sait que nos collaborateurs utilisent Facebook à titre professionnel, c'est de leur proposer de relayer l'information. Ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est en termes de relais, de partage. Mais il faut aussi voir une chose, c'est qu'on peut aussi... donc, sur Facebook, j'en suis moins convaincue, mais l'idée, c'est vraiment de rédiger en fonction en mettant par exemple des hashtags, etc., pour vraiment que le post soit encore davantage visible, en fait. Ça, et puis peut-être aussi profiter de petits modules complémentaires pour, par exemple, promouvoir le flux d'actualité de la page sur votre site web. Ce qui fait que les internautes à la base qui n'étaient pas du tout sur le réseau social et qui vont consulter votre page d'accueil verront que vous êtes sur le réseau social et qui plus est, peut-être auront envie de cliquer en voyant la dernière actualité qui s'affiche. Donc c'est vrai que, étant donné que la portée maintenant est très très restreinte, il faut essayer de faire en sorte que ce soit le plus visible possible. Vous pouvez aussi, dans l'accueil de votre entreprise, sur l'écran plasma d'accueil, proposer d'afficher les dernières actualités de vos réseaux sociaux. Ça peut être sympa aussi, et puis c'est une manière de donner de la valeur à votre travail aussi. Donc voilà, donc alors après, stratégie différente sur le réseau social, Facebook, Instagram, LinkedIn ou rester sur la même approche. Là oui, effectivement, il y a en tout cas une stratégie de contenu qui est différente, même si l'ensemble doit remplir les mêmes objectifs. Mais donc sur Facebook, on ne s'exprime pas pareil que sur Instagram, etc. Sur Facebook, je pense qu'il faut vraiment avoir un texte très synthétique, très court. Alors, ça se fait beaucoup utiliser les émoticônes pour rendre la lecture, quelque part, ça facilite un petit peu la synthèse du post. Quand on l'illustre par un petit émoticône qui aborde la thématique du texte. Il faut aller vraiment à l'essentiel. Beaucoup de texte sera peut-être moins lu. Il faut être entre les deux. Parce que, par exemple, si vous relayez une actualité d'un site web, vous ne pouvez pas juste relayer l'actualité pour ensuite créer du trafic sur votre site. Et en même temps, il faut faire une petite synthèse. N'hésitez pas sur Facebook à mettre un titre à votre post. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple Ça marche aussi sur LinkedIn parce qu'effectivement, comme il y a toujours ce souci d'affichage où on voit que les premières lignes et qu'il faut cliquer pour voir la suite, c'est là où c'est important effectivement de mettre les mots-clés dans les premières lignes. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu la règle des 5 watts, enfin des qui, quoi, comment, où, mais voilà, c'est faire un titre, un petit peu comme on ferait dans la presse. Dans la presse, elle synthétise l'essentiel de l'article dans le titre. Il faut vraiment essayer de faire pareil. Sur Instagram, ce qui est très important, c'est d'utiliser, en plus de la petite phrase de description de votre photo, c'est d'utiliser tous les hashtags qui vont bien.
surtout quand votre compte est public, parce que ces hashtags, ils vont permettre d'intéresser l'ensemble des internautes du monde pour la thématique que vous avez abordée dans votre visuel. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vous conseille de faire sur Instagram, c'est vraiment, quand vous avez posté une image, de balayer tout ce qu'elle peut représenter. Par exemple, on va poster un bâtiment emblématique de la Bourgogne, plutôt au cœur des vignes, par exemple, une photo du Clos Vougeot. À ce moment-là, cette photo, vous allez essayer de la décrire au mieux dans vos hashtags. Donc forcément, on va parler de Bourgogne, mais aussi de Burgundy, pour que les personnes puissent retrouver les termes anglais. On va pouvoir aussi décrire voilà, tout ce qu'elle a de positif dans la partie architecturale. Donc, ça va être architecture française, French, enfin voilà, toutes les déclinaisons anglaises. Ensuite, autour de ce bâtiment, qu'est-ce qu'on a? On a des vignes, donc ça va être vigne, ça va être hashtag wine, Burgundy wine, red wine, white wine, toutes ces choses-là. Et puis aussi, peut-être, du coup, identifier sur la photo des acteurs du territoire, comme par exemple les acteurs du tourisme, le comité régional du tourisme. Ça peut être le bâtiment lui-même, puisque Clos Vougeot, par exemple, a un compte Instagram, pour que finalement le plus possible d'internautes voient que vous avez parlé en bien de cette thématique. Donc ça, c'est pour Instagram. Là, il y avait une question, c'était par rapport à LinkedIn. Du coup, quelle est la différence entre les posts et les articles? Alors, en fait, ouais, donc on y vient, LinkedIn, on sait bien. Alors, donc sur les posts, c'est une manière, vous avez un nombre de caractères limité, où vous allez donc vous adresser soit à vos internautes qui vous suivent, à vos contacts. Vous pouvez aussi vous adresser à un mode public, c'est-à-dire à l'ensemble des personnes qui sont sur LinkedIn. Donc ça, c'est un post. Donc vous allez poster depuis votre compte un post à un nombre de caractères limité dont vous déciderez soit qui sont diffusables sur l'ensemble de la population LinkedIn, soit à vos contacts. Avec évidemment respecter aussi les hashtags, l'histoire de l'image et la synthèse du texte. Et puis, vous avez la possibilité parfois de poster des articles. Donc, ces articles-là, vous êtes un petit peu moins limité en termes de caractères. Ça va, tout comme les posts, s'afficher sur votre pavé d'activité LinkedIn. Donc, c'est des choses que les internautes pourront retrouver facilement dans le temps. Par contre, un article, c'est une autre réflexion. C'est pas juste un relais d'informations importantes. Là, ça vous montre vraiment, ça vous donne la possibilité de vous exprimer sur votre expertise, par exemple. Moi, l'année dernière, on a fait 6 emailing thématiques, on en a fait un tous les 2 mois. Et donc, ces emailing thématiques, je les ai relayés sous forme d'articles sur mon LinkedIn. Parce que c'était vraiment sur des points importants qu'il fallait détailler. Donc, ces articles, ils ont l'avantage en plus d'être ensuite relayés sur ce qui s'appelait avant Pulse, qui est en fait une sorte de revue de web qui a été rachetée par LinkedIn, donc par Microsoft, qui permet en fait d'intégrer ce contenu qui est votre article dans un ensemble d'articles mondial qui va être classé par thématique. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous vous inscrivez à LinkedIn, en fait, vous rattachez à différentes thématiques qui vous intéressent. Et donc ensuite, de fait, vous allez pouvoir avoir un contenu qui va vous être proposé en fonction des thématiques qui vous intéressent. Donc, c'est pour ça que les articles, ça peut être bien aussi de temps en temps. Mais il faut déjà avoir un certain rythme de publication sur LinkedIn pour, à mon sens, pour les faire. De la même manière, vous pouvez aussi poster des contenus sur les groupes thématiques, soit en reproduisant à l'identique un article ou un post, mais ça peut être bien quand vous êtes vraiment sur des contenus thématiques. Et donc, du coup, comme avant-dernière question, parce que j'en aurais une à te poser après, c'est au niveau de la pub, parce qu'on va devoir conclure prochainement. Donc, au niveau de l'achat de la pub, justement, voilà, est-ce qu'il y a des conseils de ce côté-là, 2-3 conseils
Alors, la publicité en général, ça complète l'activité naturelle sur un support. Donc, pour Google, bah, oui, ça complète ce qu'on fait par ailleurs en référencement naturel. Donc, comme le référencement naturel, c'est très long, eh bien, on peut solliciter en complément, pas en substitut, mais en complément, à certains moments de l'année, des publicités sur Google. Sur Facebook, la réponse est oui, vraiment, ça vaut le coup parce que pour le moment, c'est encore très peu cher. Entre 8 à 10 euros par jour, on peut arriver à faire une campagne qui va permettre d'atteindre un certain nombre d'internautes, tout en qualifiant aussi, parce qu'on a la possibilité de segmenter selon différents critères, qu'ils soient géographiques ou sur d'autres points comme l'âge, le sexe ou encore les goûts, les passions. Donc voilà un petit peu. Alors à partir de combien, ça c'est vraiment le budget achat pub, c'est entre 8 et 10 euros par jour sur Facebook. Vous pouvez aussi relayer sur Instagram. Et puis LinkedIn, c'est pareil, sauf que c'est un peu plus cher. Mais pareil, on a là les prospects vont pouvoir être qualifiés parce que vous avez vraiment une granularité qui permet d'aller vraiment cibler des personnes qui vont pouvoir vous intéresser. Ok, on a une petite question sur le contenu, le côté contenu. Si on publie des articles sur un blog ou un site internet, est-ce qu'il est intéressant de faire un copier-coller directement sur LinkedIn ou est-ce qu'il vaut mieux partager le lien de l'article dans le post LinkedIn? Alors la réponse est entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut, je pense, par exemple, prendre le titre de l'article et ensuite en faire une synthèse en prenant le temps de retaper un petit peu, de reformuler les éléments. Un gros copier-coller, ça servira à rien parce que du coup, ça casserait l'ambition, enfin l'envie de l'internaute d'aller éventuellement consulter le reste de l'article sur votre site. Et en même temps, un simple copier-coller, c'est moins convivial, c'est moins chaleureux que de prendre quelques minutes supplémentaires pour indiquer pourquoi vous invitez l'internaute à aller consulter ce contenu sur le site. Et puis, autre avantage aussi de rediriger vers un blog ou un site internet, c'est que la personne après peut être incitée à visiter, entre guillemets, le blog ou le site et à découvrir d'autres informations. Ouais. Donc après, ça permet de créer du trafic en fait vers le blog ou vers le site. Il ne faut jamais oublier que votre objectif quand même, c'est de ramener du monde sur votre site parce que derrière, sur votre site, si vous arrivez à garder l'internaute au-delà de l'article sur lequel vous avez mis un contenu, c'est vraiment bien de pouvoir le valoriser. Voilà. C'est toujours le site qui doit primer. Voilà. Eh bien, merci. Du coup, il y a une question par rapport au coût. À partir de quel coût la publicité Facebook a vraiment un impact? Ça dépend. Si vous vendez des appartements à partir de 150 000 euros, même si vous mettez 1 000 euros par semaine sur Facebook, ça sera très bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de valeur. C'est comme Google Ads. Tout dépend de votre objectif par rapport à vos futures ventes. Mais bon, globalement, si on doit développer la notoriété d'une entreprise sur Facebook, voilà, commencer entre 10 et 20 euros de budget par jour, ça peut être bien. Mais je prends une PME qui a un rayonnement régional et qui veut se faire connaître, par exemple. Alors, il y a une question de Jacques, mais on ne va pas pouvoir vraiment y répondre parce que ça dépend du secteur d'activité. Mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, on peut encore faire de la communication sans réseaux sociaux? Tout dépend en fait des cibles à atteindre. Bon, alors, tout dépend. Puis j'allais dire, il ne faut pas uniquement se regarder soi quand c'est comme ça. Mais ça, c'est une réaction qui a pu… Alors, c'est pas beaucoup. Hein. Sur l'étude de la BPI, on a environ 10% des entreprises, des PME qui ont tout compris, donc qui ont internalisé le service et qui tournent bien comme ça. On a 80% des entreprises au milieu qui ont besoin de plus de repères et qui vont finir par s'organiser au mieux. Et puis, on a 10% des sociétés qui disent « moi, j'ai toujours fait sans, donc je continuerai de faire sans ». Donc, c'est un choix. J'allais dire, on peut peut-être se le permettre quand on a un monopole sur un marché, mais très rapidement, on voit bien que les concurrents, de toute façon, eux, franchissent le pas et que forcément, en franchissant le pas, ils vont être plus visibles que vous et que plus visible, ça, à terme, ça leur apportera du business, peut-être à défaut de conquérir de votre côté ce business. Donc, aujourd'hui, sans forcément avoir un discours pro communication digitale,
on voit bien les cas qui nous ont soumis cette idée de ne jamais y passer. Et souvent, c'est la concurrence qui rappelle à l'ordre, tout simplement. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup Delphine. Voilà, je vous donne les coordonnées, comme ça, si vous avez besoin. Voilà, tout à fait. On va conclure cet atelier et je remettrai tes coordonnées donc, dans le mail. Je vais vous envoyer un email où vous aurez la possibilité d'écouter ce replay si jamais vous êtes arrivé en cours de route. Sachez qu'on est donc à votre disposition pour vous présenter des thématiques, des outils, des services dont vous pourriez avoir besoin donc liés au numérique. N'hésitez surtout pas, soit sur donc les réseaux sociaux, sinon vous avez notre adresse contact@bfcnumérique.fr. Un programme de la semaine 2 est actuellement en communication, c'est-à-dire qu'on a envoyé notre emailing que vous avez certainement reçu si vous êtes dans notre base de données. Sinon, vous pouvez retrouver ces informations sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore LinkedIn. Nous avons tous un profil. Merci beaucoup Delphine. C'était un plaisir et puis bon appétit. Bon courage dans cette étape pas évidente pour personne. Tout à fait. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Bon week-end.